écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews autour des thèmes environnement, culture et droits humains. Aujourd'hui sur So Sweet Planet, nous allons parler d'un livre sur le sujet de l'eau. Le livre s'intitule « Les assoiffeurs ». Je vais lire juste le petit texte de présentation et ensuite nous entrerons dans le vif du sujet. Comment un lobby émanant de la FNSEA est-il parvenu à imposer l'inscription des mégabassines dans la loi du plomb au nom d'un intérêt général majeur alors qu'elles servent avant tout l'industrie du maïs destinée à l'exportation? Comment les entreprises qui génèrent les PFAS se révèlent aussi être celles qui nous vendent les très coûteuses technologies pour dépolluer l'eau, créant un juteux business de la pollution? 3 ans après Sainte-Soline et la première guerre de l'eau en France, Fabien Benoît et Nicolas Selnick nous livrent le premier livre enquête sur ces assoiffeurs, ces entreprises qui accaparent l'eau pour leurs intérêts privés avec la complicité des gouvernements. Bonjour Nicolas Selnick et Fabien Benoît. Bonjour. Bienvenue sur So Sweet Planet. J'aimerais qu'on commence, si vous voulez bien, que vous nous expliquiez quel a été l'élément déclencheur de cette enquête, parce qu'à ma grande surprise, l'un des podcasts que j'ai enregistré récemment avec un réalisateur, le réalisateur du film Soulèvement, lui aussi avait le même point de départ que le vôtre, lui pour un documentaire et vous pour ce livre. Donc quel a été l'élément déclencheur de votre enquête ? Je vais vous répondre, Nicolas me complétera sans doute. Je pense que le point de départ de ce livre, il est double. C'est à la fois, on a suivi en tant que journaliste toutes les mobilisations qui sont allées un peu crescendo autour de la question de l'eau et notamment dans le sillage des soulèvements de la terre, donc auquel vous faisiez allusion. Oui. Ce qui nous a interpellés, évidemment, c'est la violence de la répression contre ces mouvements citoyens et notamment contre la manifestation de Sainte-Soline en mars 2023. Ça a été à la fois un choc de voir un tel déferlement de violence contre des militants, voilà, des gens qui s'inquiétaient en fait de l'accaparement de la ressource en eau par quelques-uns. On reviendra peut-être sur ce quelques-uns qui est pas anodin. Et d'autre part, ce qui nous a aussi interpellés, c'est la réponse politique qui a été apportée à la situation qu'on connaît, sur laquelle on pourra revenir aussi, c'est-à-dire des tensions croissantes sur la ressource en eau, des projections qui sont assez alarmantes, la question de l'habitabilité en fait de notre planète et de notre pays qui est en jeu, et une réponse politique formulée à travers un plan eau présenté par Emmanuel Macron le 30 mars 2023, qui mettait en fait tout le monde sur le même plan en appelant à une sobriété généralisée, mais avec des objectifs qui étaient des objectifs de baisse de prélèvement qui étaient une nouvelle fois à la baisse. En 2019, il y avait eu les assises de l'eau. On parlait de réduire ces prélèvements de 25%. Le Varenne agricole de l'eau en 2022, c'était moins 15%. Le plan eau d'Emmanuel Macron en 2023, c'est moins 10%, à l'exception des agriculteurs qui ne seraient pas impactés par cette réduction-là, quoi. Et le plan eau d'Emmanuel Macron, ce qui nous a aussi interpellés dans ce dispositif-là, dans ce projet-là, c'était aussi son prisme très technosolutionniste. C'est-à-dire qu'en fait, il était aucunement question de questionner les usages qu'on faisait de l'eau, mais en fait d'apporter une réponse technique, technologique, notamment en privilégiant la réutilisation de l'eau et l'innovation. En gros, utiliser des outils pour maintenir le statu quo. Et face à ces deux éléments-là, on s'est dit qu'il fallait enquêter en fait sur ces entreprises qui accaparent l'eau, ces acteurs en fait qui plus que d'autres consomment de l'eau et on fait main basse sur cette ressource-là, notamment et principalement pour mettre en question et en débat cette question des usages de l'eau qui nous semble incontournable en réalité. C'est-à-dire que si on veut se projeter un petit peu et si on veut que l'accès à la ressource continue d'être possible pour toutes et tous, en fait il faut se poser cette question des usages. Alors, vous écrivez dans l'introduction de ce livre, en janvier 2026, l'Organisation des Nations Unies a déclaré la planète en faillite hydrique, un état irréversible où il n'y aurait plus assez d'eau pour satisfaire toutes les demandes. Une faillite par opposition à une crise qui serait, elle, passagère. Vous mentionnez aussi que prélèvement, pollution,
destruction des zones humides et des haies, bétonisation et artificialisation des sols, construction de barrages et domestication des rivières sont autant de facteurs qui ont mis à mal le cycle de l'eau, l'ensemble des processus qui lui permet de circuler et de se renouveler. Donc on comprend bien que l'eau, qui est indispensable à la vie, est gravement menacée, ce qui menace par conséquent les conditions d'habitabilité de notre monde et donc notre propre survie et celle de nombreux autres vivants. Lorsqu'on prend conscience de ça, on se demande pourquoi on ne fait pas ce qu'il faut. Nous, en tant que citoyens, c'est toujours les questions très simples, mais quand même évidentes et des questions de survie. Donc, on se demande pourquoi on ne fait pas ce qu'il faut, puisqu'il y a urgence, que nous sommes en grande partie responsables de la situation et que l'on sait ce qu'il faut faire. Donc votre enquête permet de mieux comprendre justement les verrous. On en sort un peu écœuré, pour pas dire beaucoup, mais en comprenant mieux là où l'eau, notre eau, se trouve anormalement accaparée. Au bout de ces 2 années d'enquête sur l'accaparement de l'eau, vous avez réalisé que 2 grands camps se font face. Quels sont-ils ? Ce qu'on a pu observer, en fait, c'est qu'il y a d'un côté des acteurs, pour la plupart privés, qui ont un intérêt industriel et économique à utiliser des grandes ressources, grandes quantités de ressources en eau. Pour eux, l'eau, c'est une sorte de carburant. Ça permet de faire tourner l'industrie, ça permet de faire de la production agricole, ça permet de développer l'industrie du numérique. Et pour tous les autres qui viennent proposer des solutions de traitement de l'eau, c'est un marché en tant que tel. On pourrait dire, pour schématiser un tout petit peu, la réalité plus nuancée, c'est plus une sorte d'entre-deux, mais face à eux, il y a tout un panel de citoyens, mais aussi d'entrepreneurs et de personnes qui ont une activité économique, mais qui se basent sur une considération plus haute de l'intérêt de l'eau en tant que ressource nécessaire pour les écosystèmes. C'est-à-dire que il faut pas non plus penser que du côté des industriels, il y a aucune considération pour l'eau. Il y a quand même des tentatives de les préserver, etc. Mais ce que les industries, toutes les industries sur lesquelles on enquête, ont de commun, c'est qu'elles souhaitent et elles œuvrent activement, et notre enquête documente ces actes de lobbying, mettre sur un même plan l'intérêt de la préservation de l'environnement d'un côté et l'intérêt des activités économiques de l'autre. C'est-à-dire, quand il y a des moments où il y a des tensions sur l'eau, et comme vous le disiez dans la question, une situation de faillite hydrique, de continuer à utiliser cette eau parce qu'elle permet de faire des activités économiques, parce qu'elle crée de l'emploi, parce qu'elle crée du dynamisme pour un territoire. Face à eux, les autres qu'on essaie d'aller interroger, de mettre en avant et de montrer qu'ils proposent aussi des solutions, eux, ils développent des activités économiques aussi. Ce ne sont pas simplement des utopies, rester les bras croisés à ne rien faire et simplement protéger les cours d'eau à côté de chez soi. En revanche, ce qu'ils mettent en avant, c'est des pratiques qui soit préservent la ressource en eau, soit essayent même de la régénérer en ayant un usage plus soutenable, plus durable et beaucoup plus respectueux de l'eau. Oui. Vous écrivez, page 13, que cette enquête veut exposer la mécanique de cet accaparement, ses grandes étapes historiques et la stratégie de ces assoiffeurs pour les années qui viennent. Donc ces assoiffeurs, vous les avez identifiés et classés dans 4 grands groupes: le lobby de la maïciculture, la culture du maïs, le business de l'eau en bouteille, les data centers et, pour la question de l'eau potable, les industries de la pollution et de la dépollution. Dans la première partie, vous avez cherché à comprendre, je vous cite page 12, comment l'idée des bassines s'est frayé un chemin du marais Poitevin jusqu'à la cour de l'Élysée. Pendant plus de 2 ans, nous avons enquêté sur ces plus ardents promoteurs. Nous avons appris à les connaître, à comprendre leurs motivations, à identifier leurs stratégies. Nous avons pu retracer comment ils portent leur message à l'oreille des présidents, mais aussi au sein de l'administration territoriale, privilégiant la rentabilité économique par rapport à la protection de l'environnement. C'est toujours le gros nœud du problème, dans toutes les... Pas que pour l'eau, je m'aperçois au fur et à mesure des podcasts de Société Planète que c'est quand même le gros nœud du problème. Je me demande souvent, donc moi en tant que citoyenne, je me demande souvent, est-ce que le choix de privilégier la rentabilité économique par rapport à la protection de l'environnement est un choix fait
consciemment par des personnes bien informées, ou est-ce qu'il y a un déficit de connaissances, d'informations honnêtes, non manipulées par des personnes qui protègent leurs intérêts financiers, et un déficit en fait de compréhension des mécanismes du vivant? Parce que à écouter quelquefois même nos ministres de l'Agriculture, moi j'en arrive à me demander, peut-être que je suis un peu trop indulgente ou naïve, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros problème de méconnaissance simplement, par exemple, du fonctionnement des écosystèmes, de tout un tas de... Enfin, j'en reviens donc à ma question, où je me demande souvent, est-ce que le choix de privilégier la rentabilité économique par rapport à la protection de l'environnement, c'est fait consciemment, ce choix-là, où vraiment on a un problème chez les personnes qui décident pour nous, que ce soit à la tête de grandes entreprises ou au niveau de l'État, un problème d'information et de compréhension des mécanismes du vivant pour adopter des mesures qui sont quelquefois, qui nous semblent tellement irrationnelles. Moi, je pourrais tenter une réponse à cette question, mais qui relève plus de l'opinion personnelle finalement Oui, que de l'enquête ou que de la production de faits. oui, C'est-à-dire que, évidemment, moi, je pense pas en fait que euh, les grands patrons, patronnes des grandes entreprises, en fait, passent tout leur temps libre à lire de la philosophie du vivant, à lire oui, Baptiste Morisot, à lire des hydrogéologues, à consulter Reporter, que sais-je, oui, voilà, à verser là-dedans. Par contre, j'ai du mal à croire une demi-seconde en fait qu'il y a un déficit d'information, c'est-à-dire qu'en fait ces gens-là emploient des hydrologues, des hydrogéologues. Moi, j'ai discuté par exemple avec des gens dans des grandes entreprises d'embouteillage qui avaient fait des thèses en hydrogéologie, donc en fait ils sont pas ignorants de la question. Je pense qu'en fait il y a une part d'intentionnalité là-dedans. En fait, l'idée de privilégier l'économie et le profit et la croissance sur le reste, je pense qu'on peut pas prêter à ces entreprises et à ces acteurs une forme d'ignorance ou de naïveté. On ne savait pas, on l'a fait par mégarde. Je pense que quand on promeut des textes, là je parle plus de nos élus, hein, des gens qui gouvernent, qu'on promeut des textes dont on sait en fait qu'ils vont court-circuiter les normes environnementales, qui vont les affaiblir, qui vont amoindrir leur portée, c'est fait consciemment dans une logique de favoriser les intérêts de grandes entreprises et des intérêts économiques. Après, évidemment, on nous posait la question encore récemment, pourquoi ça s'explique en fait qu'on continue sur cette voie-là? Parce qu'en fait, la boussole de notre temps, malheureusement, et des gens qui nous gouvernent, c'est celle du profit et de la croissance. Il faut afficher une croissance positive et la plus flatteuse et la plus dynamique possible. Et si ça doit être fait au détriment du vivant, pour le dire ainsi, euh, voilà, c'est comme ça que c'est fait. Je peux pas imaginer qu'il y ait une forme de naïveté, oui. d'insouciance ou de Pas méconnaissance en fait. d'innocence. Voilà, je pense pas. C'est-à-dire moi, un moment avec Nicolas, je sais plus si on en parle dans le livre. En tout cas, moi, c'est un exemple qui m'est resté marqué, gravé dans un coin de ma tête. Oui, On parle beaucoup du numérique dans le livre. Ça, vous allez voir, c'est un lien assez ténu avec ce dont on parle, mais ça renvoie à la question que vous posez. On dit, est-ce qu'il y a de l'intentionnalité dans la façon dont les acteurs du numérique fabriquent leurs outils? Par exemple, les réseaux sociaux qui font tant de mal à la jeunesse, qui précipitent tant de jeunes en dépression et compagnie. On l'a vu par exemple quand les grands patrons de la Silicon Valley, Mark Zuckerberg en tête, étaient auditionnés au Sénat américain, qu'en fait ils avaient produit des études sur leurs réseaux sociaux, sur Instagram en particulier. Ils étaient totalement conscients en fait de l'effet complètement délétère en fait oui, sur la stabilité, la santé psychologique, émotionnelle des jeunes gens qui utilisaient ces réseaux sociaux. Mais en fait, leur choix, leur décision a été faite et formulée ainsi de privilégier la croissance. Les jeunes étaient un levier de croissance, c'était l'avenir en fait de ces entreprises-là. Donc on y va, on continue, quand bien même les outils et les mécanismes qu'on a mis en place favorisent l'addiction, la dépression, mettent en contact plus facilement avec des prédateurs sexuels. C'est pas des choses que j'invente, c'est des choses qui ont été dites oui, 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 notamment dans les auditions de oui. Zuckerberg au Sénat américain. Là, en fait, pour le coup, avec un tel exemple, on a voilà. Tout était sur la table et il y a une décision qui a été prise. La décision qui a été prise, c'est celle de la croissance et du profit. Alors je sais pas si toi, Nicolas, tu partages le même sentiment. C'est pour ça que je dis c'est une opinion personnelle. C'est pas forcément
le résultat de notre enquête, et c'est pas forcément au cœur de ce livre. Mais j'ai du mal à acheter et à croire en fait que ces acteurs-là ignorent en fait. Souvent d'ailleurs, c'est eux qui produisent le savoir et la connaissance. Dans le cas des embouteilleurs en Auvergne, on voit qu'ils commandent en fait des études, des Oui, rapports. on va en reparler, quitte à les dissimuler quand ça leur est défavorable. Oui, quitte à ne pas communiquer sur les conclusions de ces rapports, de ces post-doctorats, quand les conclusions sont un peu défavorables. Donc en fait, ils produisent du savoir, ils produisent de la connaissance, ils en ont besoin pour que leur business fonctionne. Donc j'ai du mal à croire pour clore ce développement, une forme d'insouciance ou de légèreté, on ne savait pas. De manque d'information. Oui. D'un mot pour compléter très rapidement, je pense que Fabien soulève quelque chose d'essentiel là, juste à la fin dans ce que tu disais. Il y a aussi à s'interroger sur comment est produite la connaissance et comment n'est pas produite un certain type de connaissance. Ce qu'on évoquait, bah, je crois que Anne, vous voulez revenir dessus bientôt, mais globalement Danone qui demande à faire une thèse sur l'état des nappes alentour de son exploitation d'eau en bouteille, euh, et qui met cette thèse sous embargo pendant 10 ans. La thèse conclut que les prélèvements ne sont pas viables. Donc pendant 10 ans, il y a une production volontaire d'ignorance, ce qu'on peut appeler parfois l'agnotologie. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est une constante qu'on retrouve dans tous les secteurs qu'on a étudiés. C'est il y a aussi un certain type de production de discours scientifiques ou pseudo-scientifiques, Oui. selon les cas, parfois dans des revues de comités de lecture, plus ou moins possédées par certaines entreprises, parfois simplement par des think tanks, des organes d'influence, etc., qui visent à soit semer des graines de confusion, soit clairement décaler un petit peu le débat, soit à ne pas prendre au sérieux certaines données scientifiques. On peut aussi penser sur un autre cas, là pour le coup c'est Nestlé dans les Vosges, les études sur l'impact environnemental qui sont confiées à une stagiaire. Et en Ah fait, ça oui. nous dit quelque chose de ce que l'on souhaite savoir ou de ce que l'on ne souhaite Oui. pas savoir. Oui. Dans cette grande première partie qui est consacrée surtout à cette culture du maïs, donc pourquoi le maïs s'est-il autant développé et pose-t-il plus de problèmes que d'autres cultures dans le sujet de l'eau? Alors le maïs, c'est un peu la plante par laquelle on peut tout comprendre sur les questions d'eau et d'agriculture. C'est une plante extrêmement intéressante d'un point de vue économique parce qu'elle produit beaucoup. Elle est extrêmement rentable de ce point de vue-là. Oui, Le problème, c'est que c'est une plante qui vient d'un climat tropical, donc qui a besoin de beaucoup d'eau pendant les mois très chauds, très secs, principalement juillet, août en France, qui sont les mois qui correspondent à un moment où les nappes phréatiques en France sont à sec. Et donc, d'où le développement de l'irrigation pour pouvoir le produire. L'irrigation, c'est la technique qui consiste à aller puiser de l'eau dans les nappes ou dans des cours d'eau superficiels pour aller les amener jusqu'au champ de maïs. Pourquoi il s'est développé autant? En fait, il se développe surtout à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Les surfaces dédiées à l'irrigation ont été multipliées par 10 en fait dans le marais poitevin et les autres zones de production intensive du maïs. Et en fait, ça correspond au moment où se développe l'agriculture industrielle moderne. C'est post-Seconde Guerre mondiale, arrivent les tracteurs qui sont les descendants des chars qu'on utilisait pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Tous les pesticides, tout un tas de technologies qui permettent à la fois de cultiver sur de plus grands espaces et de cultiver en s'affranchissant des contextes climatiques parce qu'on va pouvoir irriguer quand on veut grâce à ce développement de l'irrigation. Et en fait, ce développement donc est extrêmement profitable et s'accompagne d'une transformation du milieu durable dont il est difficile de revenir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a arraché les haies, on a détruit les 2 tiers des zones humides dans la deuxième moitié du siècle précédent, on a rectifié des cours d'eau qui ont complètement bouleversé le cycle de l'eau, et donc on a mis en place une... et en quoi justement, parce que vous y consacrez une partie que vous appelez le traumatisme du remembrement, Hmm. et en quoi le fait d'enlever des haies, pour nos auditrices et auditeurs qui ne seraient pas très familiers des problématiques liées à l'agriculture et à l'eau, en quoi ça a perturbé le cycle de l'eau? Parce qu'on ne voit pas forcément le lien entre enlever des haies et qu'est-ce que ça crée comme problème?
Tout à fait, tout à fait. Il faut faire un petit point de cycle de l'eau. Alors, ce qu'il faut bien comprendre sur le cycle de l'eau, c'est que on a tendance à penser, d'après les schémas qu'on a appris à l'école, que une goutte d'eau, elle est dans un nuage, elle tombe en haut de la montagne, elle ruisselle et après elle part à la mer. En fait, ça c'est une conception assez ancienne du cycle de l'eau que les hydrogéologues d'aujourd'hui remettent en question en disant qu'elle est tellement simpliste qu'en fait elle en est fausse. D'accord. Un milieu anthropisé, c'est donc un milieu qui a été transformé par l'action de l'homme. Mhm. C'est imaginer un champ en monoculture de maïs comme ce qu'on voit au bord de l'autoroute quand on descend, enfin quand on prend l'autoroute. C'est une série de plantes les unes à côté des autres d'un même type de culture Oui, avec des grandes parcelles qui n'ont donc plus ces haies qui étaient auparavant implantées un petit peu partout pour découper les différentes parcelles. En fait, quand une goutte d'eau tombe sur ce genre de sol, elle ruisselle, donc elle ne peut pas pénétrer dans la terre aussi bien que sur des milieux plus sauvages, plus naturels, et elle va assez vite s'écouler vers des cours d'eau voisins qui vont l'amener plus rapidement vers la mer. Ce qu'il se passe quand il y a un milieu beaucoup plus sauvage, des zones humides, etc., c'est que la goutte d'eau, au lieu de s'évacuer directement, elle va être d'une certaine manière recyclée, mais recyclée naturellement. Ça a une importance, enfin, une différence qui a son importance. Elle va donc pouvoir être bue par les haies, bue par les arbres à côté des haies. Elle va repasser plusieurs fois sur un même territoire et elle va bénéficier très longtemps à un milieu. d'accord. À l'inverse d'une goutte d'eau qui aurait été évacuée tout de suite par un milieu anthropisé. Il y a une expérience qui a été faite sur un milieu très anthropisé, donc très aménagé par l'homme, et un milieu très sauvage. Sur 2,6 km de linéaire d'un cours d'eau, la même goutte d'eau, soit elle a parcouru ces 2,5 km en 4 heures, dans un cas très anthropisé, Oui, soit dans un milieu sauvage en 20 jours. Et en fait, c'est 20 jours pendant lesquels elle bénéficie encore et encore à tout l'écosystème, à chaque arbre, à chaque animal qui va pouvoir la boire, la rejeter, etc. Et donc, plus les sols sont artificialisés, comme c'est le cas pour l'agriculture industrielle qui laisse les sols à couvert, etc., plus le cycle de l'eau va aller vite. Et en fait, c'est ce vite qui est important, parce que vite, l'eau va être écoulée vers la mer, vers les masses d'eau salées ou impropres à la consommation, et moins on va pouvoir bénéficier d'eau douce nécessaire pour l'ensemble d'un écosystème. C'est pourquoi finalement, si on veut être un petit peu provocateur, quand on parle des méga-bassines et du stockage de l'eau, on peut répondre que le stockage est une bonne idée. Finalement, mais pas dans des bassines en fait, dans la terre et dans le milieu vivant. Et c'est pourquoi on en parle dans la conclusion de l'ouvrage pour ouvrir un peu sur des notes un peu plus positives et donner écho à des choses qui nous ont enthousiasmés récemment, notamment ce qu'on a pu lire sous la plume de Baptiste Morisot et cette idée de garder l'eau, de rendre l'eau à la terre et de garder l'eau dans la terre et donc, comme le disait Nicolas, de ralentir en fait l'eau, qui est un enjeu crucial. Euh, donc voilà. Et c'est aussi pour ça, en fait, que les retenues d'eau et les méga-bassines, peut-être pour anticiper une de vos questions, est une mauvaise réponse, puisqu'en fait, elle traite le symptôme plus que le problème, c'est-à-dire le symptôme, c'est-à-dire l'eau s'écoule rapidement, elle ne s'attaque pas au problème, c'est-à-dire le pourquoi, en fait, de cette accélération, en fait. Et les méga-bassines, dans le même temps, privent privent le milieu d'eau. Bon, il y a d'autres bémols et d'autres remarques qu'on peut faire sur les méga-machines, mais ça serait sans doute la première à faire. oui, parce qu'en fait, c'est pour ça que je disais, est-ce qu'il n'y a pas de la méconnaissance? Parce que quand on entend quelquefois dans nos responsables politiques sur la défense justement des méga-bassines, l'argument que bah, justement cet hiver on a eu tellement d'eau, trop d'eau, Hmm. donc pourquoi ne pas, puisqu'il y en a entre guillemets trop, on se demande d'ailleurs ce que ça veut dire ce trop par rapport au cycle de l'eau, mais et à partir de là, bah, puisqu'il y avait trop d'eau, où serait le problème à en stocker pour en avoir au moment où il y en aurait moins, donc au cœur de l'été. Mais en fait, cette eau n'est jamais de trop. Elle semble de trop à un moment donné. C'est un point extrêmement important et vous soulignez un élément extrêmement paradoxal, mais en fait, des fois, il y a effectivement trop d'eau. C'est-à-dire que l'histoire de l'humanité et de l'eau, c'est une histoire de sécheresse, mais aussi une histoire de crues. Oui, Des territoires qui ont été dévastés aussi par des crues, ça reste des traumatismes à beaucoup d'endroits, etc. Et en fait, ce qu'on a vu notamment cet hiver, ce sont des crues à un moment où potentiellement on pourrait dire que d'une certaine manière, il y a trop d'eau. Là aussi, en fait, c'est la conséquence de cet aménagement
de cette anthropisation des milieux, des plaines, des bassins versants tout entiers, qui fait que d'un coup, l'eau arrive en quantité apparemment insurmontable. Mais c'est-à-dire que, encore une fois, c'est un peu la même histoire. L'eau arrive en grande quantité parce elle arrive dans des milieux qui ont été transformés Oui, de sorte à ne plus pouvoir retenir l'eau. C'est-à-dire que imaginez cette même quantité d'eau dans des rivières qui ont beaucoup de méandres naturels, plutôt que qui ont été rectifiées, c'est-à-dire qui ont été transformées en une sorte de grande canalisation qui amène l'eau d'un endroit à un autre. L'eau s'écoule beaucoup plus lentement. Elle bénéficie à l'ensemble du lit de la rivière, qui est en fait extrêmement large, qui inclut une ripisylve, donc la forêt voisine, qui inclut des zones humides, des marais, des zones d'épandage de crues, etc. Donc toute cette eau qui déborde et qui vient ravager des habitations et qui parfois a des conséquences mortelles aujourd'hui, et donc où l'on peut dire qu'en effet il y en a trop, dans des milieux plus naturels, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crues et que les crues sont parfaitement gérées par la nature elle-même, ça serait simpliste de défendre cette idée, mais en revanche, les crues sont beaucoup mieux absorbées parce qu'il y a une capacité du milieu à faire éponge. Et c'est vraiment cette idée de l'éponge qui est essentielle à comprendre. Un milieu, plus il est humide, plus il peut absorber d'eau. Imaginez une éponge toute sèche que vous venez d'acheter ou que vous retirez du placard depuis 6 mois. Si vous lui mettez de l'eau dessus, elle ne peut pas encore boire l'eau. oui, L'eau, elle va ruisseler tout autour. Mais c'est exactement pareil pour la terre et d'une manière générale pour un milieu. Plus une zone humide et vivante et diversifiée, plus elle est capable de prendre en compte et d'absorber des grandes quantités d'eau pour la relâcher 2 semaines, 3 semaines, un mois plus tard. C'est donc pour ça qu'on se retrouve avec des crues qui sont gérables aujourd'hui simplement par des moyens techniques, et c'est ça l'enjeu, on va y revenir après, mais qui sont hors de contrôle. oui, oui. Alors, page 22, vous écrivez, mais il faut ici définir de quel type de maïs on parle. Et là, j'étais assez sidérée par ces chiffres. Seuls 2 à 4% du maïs cultivé en France est du maïs doux directement destiné à la consommation humaine. Et donc vous poursuivez, la moitié des surfaces dédiées au maïs sert à produire du maïs en silage ou fourrage qu'on utilise pour alimenter les bovins élevés pour le lait et la viande. 48% des surfaces sont quant à elles dédiées au maïs grain, lui aussi pour l'alimentation animale, principalement les élevages de porcs ou de volailles. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'en mangeant moins de viande, on participe à réduire les besoins en maïs, ou est-ce que c'est un peu réducteur ? Il me semble que c'est pas du tout réducteur. C'est en mangeant moins de viande, on réduit la quantité de céréales qu'il est nécessaire de fournir, d'eau nécessaire pour abreuver aussi le bétail. Euh, D'après une étude qui a été publiée dans Nature, la revue Nature en 2023, Oui, l'empreinte eau d'un régime vegan, c'est-à-dire l'eau nécessaire pour irriguer les aliments totaux de quelqu'un qui ne mange que des produits végétaux, c'est un quart de ce qui est nécessaire pour quelqu'un qui mange beaucoup de viande, c'est-à-dire plus que 100 grammes de viande par jour. Donc on imagine très vite la quantité nécessaire. Sur les 70 millions de tonnes de céréales qu'on produit en France, il y en a 5 millions qui sont directement destinés à l'alimentation humaine. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'imaginer que une vache, quand elle va manger, bah, il faut qu'elle mange le maïs avant que nous, on puisse la manger nous-mêmes d'une certaine manière. Donc il y a toute cette déperdition d'eau qui arrive à ce moment-là. oui, Oui, puis c'est une façon aussi, quand on commence à mettre un doigt sur ce sujet-là, c'est une façon aussi de battre en brèche tout le discours et ça nous intéressait beaucoup dans le livre, c'est qu'en fait, on fait face à des rhétoriques qui sont un peu similaires dans plein de champs économiques différents. C'est-à-dire que les défendeurs des méga-bassines ou des retenues d'eau, un de leurs principaux arguments, c'est la souveraineté alimentaire de la France. Les défenseurs, en fait, des grands projets infrastructurels liés au numérique, data center, mines de lithium, usines de semi-conducteurs, c'est la souveraineté technologique de la France. Et dans les deux cas, en fait, cet argument-là, il peut être démonté d'une certaine manière, puisqu'en fait, on se rend vite compte que la production de céréales et de maïs en particulier est essentiellement destinée à l'export, quoi. Si on convoque aussi ce sujet, si on amène ces chiffres-là à ce moment-là du développement du livre, c'est aussi pour raconter ça. C'est cette histoire de souveraineté alimentaire, elle ne tient pas nécessairement la route. Et c'est le même cas
cas en fait dans le champ du numérique où en fait on dit voilà on va produire des puces made in Europe ou made in France et on se rend compte qu'en fait déjà c'est une souveraineté partielle puisqu'en fait il faut quantité de matière pour produire ces technologies-là et qu'on dispose que d'une infime partie de ces matières sur le territoire européen. Oui, Et d'autre vous en part, expliquez le détail d'ailleurs. voilà, et d'autre part, au bout de la chaîne, en fait, elles ne finissent pas dans des produits en Europe. Enfin, il y a tout un discours à voilà, démystifier d'une certaine manière, en tout cas à battre en brèche. Et c'est aussi ça qui est important de garder en tête. Mm, mm. Et vous vous êtes penché sur les porteurs de projets des bassines du Marais Poitevin et qu'avez-vous découvert? Ce qu'il faut comprendre à ce sujet, c'est que pour construire une bassine, en fait, à chaque fois, il faut déposer des dossiers de demande d'autorisation, etc. Donc c'est tout un processus assez long, assez compliqué. Et quand on se penche un petit peu sur les porteurs de projets, on observe que à chaque fois, ils sont proches des maires, des conseillers d'agglomération, de communautés de communes, etc. C'est-à-dire que la moitié des bassines, pour le dire très simplement, l'immense majorité des bassines est reliée aux exploitations des personnes qui sont dans des positions de décision, proches du maire, la maire, le président du département, etc. L'hypothèse que l'on peut faire à ce sujet, après, bien sûr, on n'est pas dans le secret des dieux là-dessus, c'est que globalement, c'est les personnes qui ont été au courant que le projet allait se faire, qui ont su comment il fallait se positionner par rapport à ce dossier, qui ont su identifier les terrains pour placer la bassine de sorte à pouvoir la raccorder à son exploitation agricole. Mhm. Et donc, systématiquement, c'est une sorte de boucle qui s'auto-alimente, c'est-à-dire que vous êtes en position de décisionnaire, donc vous êtes d'une certaine manière en position de pouvoir. Vient un moment, il faut partager. Il faut trancher sur où est-ce qu'on va installer une infrastructure qui est censée partager l'eau pour tout le monde de manière équitable, etc. Vous êtes en position de dire qu'elle va être mise à un endroit plus avantageux pour vous, que vous allez pouvoir en bénéficier vous, et donc la bassine va vous bénéficier. Et pour compléter un peu la boucle, qui sont les personnes qui sont dans ces positions de décision, encore une fois dans les conseils municipaux, etc. Enfin, en fait, dans les territoires largement agricoles, ce sont très souvent des agriculteurs eux-mêmes. Pour la plupart, et ça en fait on le voit notamment en regardant la composition des chambres d'agriculture, qui sont les instances locales dans lesquelles discutent les questions agricoles, ce sont les représentants du syndicat agricole majoritaire, c'est-à-dire la FNSEA, qui sont les tenants d'une agriculture industrielle de maïs irrigué. Et donc là, on voit que la boucle est bouclée. C'est-à-dire que ce sont eux-mêmes qui vont décider pour leurs propres infrastructures, avec de l'argent public, bien souvent, pour les accompagner dans ces démarches. Et là encore, il y a l'idée aussi de trier le grain de livret, si je, si je puis dire. C'est-à-dire que le livre fait pas le procès de l'agriculture. C'est pas l'idée de dire, en fait, il n'y a plus besoin d'eau dans l'agriculture, il n'y en aura pas besoin demain, ce qui est complètement faux, naturellement. Euh, Quand on parle d'accaparement, et on l'a bien vu dans le cas du Marais Poitevin et dans le département des Deux-Sèvres, les projets de bassines concernent 7% en fait des agriculteurs, souvent les plus gros, souvent ceux qui se livrent à une agriculture productiviste. Et c'est bien la distinction qu'on veut faire là et qu'il faut rappeler, même si elle a déjà été faite à maintes reprises, et notamment par les militants de Bassines Non Merci, des Soulèvements de la Terre, de la Confédération paysanne, de toutes les personnes qui ont pris position et parole sur ce sujet. C'est qu'en fait, il faut de l'eau pour faire du maraîchage, et c'est très bien, et c'est très bien ainsi. Ce qui est plus problématique et qui est aussi responsable largement de la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire de ces milieux qui ont été asséchés, de ces milieux qui ne font plus éponge, comme le disait Nicolas, qui ne peuvent plus retenir l'eau, c'est l'agro-industrie. Voilà. Et par exemple, qui est à la tête de la FNSEA, c'est pas un paysan, Ben oui. c'est un industriel de Ouais. l'agriculture, c'est quelqu'un qui dirige un groupe, une multinationale agricole. Donc voilà, là encore, c'est un autre point qu'il est important de garder en tête quand on pense aux méga bassines, c'est à quel point c'est une maladaptation, à quel point ça traite un symptôme plus qu'un problème, à quel point ça permet aussi de D'entretenir le nourrir problème. d'entretenir le problème, puisqu'en fait, quand on a de l'eau à disposition aussi,
on n'est pas invité à restreindre ses usages, hein. On parle d'effet réservoir, c'est-à-dire quand on a le sentiment que la ressource est à disposition dans une bassine, ben on se limite pas. Ça permet de contourner les restrictions qui sont promulguées pendant les périodes de sécheresse. Et oui. Ça ne concerne que quelques agriculteurs. Et puis la dernière couche, si on voulait, presque en finir avec ce sujet des méga-bassines, c'est que ça coûte de l'argent à la collectivité. C'est-à-dire que il y a des financements publics. Dans le cas des Deux-Sèvres, si ma mémoire est bonne, Nicolas, tu me corriges si je dis une bêtise, parmi les projets, il y avait 70% des fonds qui provenaient de l'agence de l'eau. Et l'agence de l'eau, d'où viennent ces financements? Et ben des citoyens français, majoritairement. Donc voilà, ça fait c'est ces différentes couches, ces différentes remarques en fait qui contribuent à discréditer en tout cas le recours à cette solution-là. Mm, mm. En février 2024, au Salon de l'Agriculture, vous rappelez que le président Emmanuel Macron fait une déclaration dans laquelle il reconnaît notre agriculture et notre alimentation comme un intérêt général majeur de la nation française. Alors ça peut faire plaisir comme ça aux citoyens au premier abord, ça sonne bien, sauf que dans le chapitre Se placer au-dessus des lois, vous détaillez pourquoi cette déclaration, cette décision est problématique. L'intérêt général majeur, en fait, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce qui pose problème par rapport à l'eau? Bah, la réponse courte, et tu pourras développer sans doute Nicolas, c'est de mettre en fait sur le même plan les intérêts économiques et la préservation des milieux. C'est-à-dire que là où théoriquement, en vertu des lois dont on dispose et de la hiérarchie des usages de l'eau, en fait, la préservation des milieux naturels intervient avant en fait le développement et la continuité des activités économiques et compagnie. Là, on rebat les cartes totalement, en fait. Et ce qui est démontré dans le livre, c'est à quel point ce résultat-là, là, on arrive, quand on dit ça, quand on parle de l'intérêt supérieur, de l'intérêt général majeur de l'agriculture, on est en bout de chaîne. C'est la consécration, en fait, pour le lobby agricole, et en particulier pour le lobby du maïs. Mais c'est le travail, c'est un long travail de sape pour arriver à ce résultat-là et finalement à mettre sur le même plan et à pouvoir challenger en fait tout ce qui relève de la production des milieux, quoi. Oui, parce que Là, en fait, c'est pas juste cet intérêt général majeur. Là, c'est pas juste une déclaration comme ça c'est vraiment, ça a un impact au niveau législatif, au niveau, au niveau de ce qui est permis de faire sur un territoire. Vous disiez, page 193, quand l'eau vient à manquer sur un territoire, grâce à l'intérêt général majeur, la préservation du milieu ne l'emporte plus sur la préservation de l'activité économique. C'est ce que vous disiez en fait à ce moment-là. Des responsables locaux, politiques, peuvent décider que malgré une situation de sécheresse où il y a déjà des restrictions d'eau, on va permettre, et là en fait, qui décide si c'est vraiment justifié ou non? oui, bien sûr, on rebat totalement les cartes en fait. C'est ça qui est complètement. C'est pour ça que c'est une grande victoire en fait pour le lobby agricole et le lobby de la maïsiculture. Et on a déjà vu en fait déjà des embryons un petit peu de ça dans les décisions qui sont prises par les préfets quand il y a des études qui sont faites pour accorder les autorisations de prélèvement sur un territoire, où habituellement en fait on produit des études sur les milieux, sur la capacité des milieux à supporter ces prélèvements. Certains préfets ont dit attendez, on a cette étude sur les milieux, mais on va faire une étude économique. On va voir l'impact économique sur la filière agricole. Et en fait, en fonction de cette étude-là, donc de la balance entre l'économie et les milieux, je prendrai ma décision, dixit le préfet. Moi, ce que je trouve intéressant aussi à souligner, je devance toujours un peu vos questions, c'est que le même réflexe, en fait, a lieu en ce qui concerne le développement de grands projets d'infrastructures dans le numérique, où on parle de projets d'intérêt national majeur, une notion qui a été introduite par la loi industrie verte dès 2023, et qui permet là aussi de s'asseoir sur certaines normes environnementales, de protection des milieux, de protection des espèces, et d'aller plus vite, de développer et de faire primer en bout de chaîne
prennent l'économique, ce à quoi on faisait allusion précédemment, c'est-à-dire le développement économique, la croissance, le profit sur la bonne santé des milieux et, in fine, sur l'habitabilité des territoires et sur la bonne santé des territoires et sur notre avenir commun. Donc c'est en ça que c'est pas une décision anecdotique et juste une belle formule dont on pourrait se réjouir en disant oui, effectivement, l'agriculture, c'est un intérêt majeur. Non, en fait, oui, c'est un petit séisme quand même de prendre ce genre de décision. Oui, et puis là, on voit bien aussi un peu, par rapport à ce que vous avez développé déjà jusqu'à maintenant, là, dans l'interview, on voit bien quand même l'absurdité un peu de tout ça, parce que effectivement, comme j'entendais notre ministre de l'Agriculture le dire, de toute façon, il faut arrêter la guerre de l'eau, parce que on peut pas faire on peut pas faire de culture destinée à l'alimentation sans eau. Mais c'est tellement simpliste et faux, en fait, parce qu'effectivement, il faut de l'eau. Mais comme vous le disiez depuis le début, déjà, si on accompagnait les agriculteurs pour ne plus être dans cette monoculture de maïs et repasser sur des cultures qui demandent moins d'eau, et là, les agriculteurs vont nous dire, bah oui, mais d'accord, mais c'est le maïs qui rapporte le plus à l'hectare, c'est ce que j'ai lu dans votre livre, si j'ai bien compris. Donc, bah oui, donc ils font du maïs, ce qui est une hérésie totale par rapport au contexte environnemental aujourd'hui et climatique. Et finalement, ils sont embarqués à faire du maïs, toujours plus de maïs, parce que c'est ce qui rapporte le plus. Mais si là aussi il y avait eu parce que vous parlez aussi du rôle incitatif de la PAC, et on n'en a pas encore parlé, mais parce que tout ça, c'est quand même lié pour entretenir un système qui est aujourd'hui en fait quand même assez obsolète. Donc on est sur du maïs, mais alors aidons-les à passer sur d'autres cultures en les rémunérant, en rebattant les cartes des aides à l'agriculture et en amenant des aides qui leur permettent de mieux vivre avec des cultures plus respectueuses de l'environnement, non? Bah, c'est là où on peut peut-être être un petit peu moins déprimant et avoir des semblants de solutions. Après, vraiment, Fabien comme moi, on ne se place pas dans un rôle de prescripteur à dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mm. C'est une situation extrêmement complexe et on prétend pas savoir faire mieux que les agriculteurs ce que eux-mêmes devraient faire. Tout le monde sait bien que c'est extrêmement multifactoriel. Cependant, ce qu'on voit, c'est que, comme vous le disiez, en fait, cet argument de il faut faire du maïs, Emmanuel Macron le dit aussi dans son plan eau, c'est l'eau est nécessaire à l'agriculture est nécessaire à la souveraineté alimentaire de la France. On va continuer pareil. Il y a beaucoup de Déjà, comme le raccourcis en rappelait fait à Fabien, chaque fois dans toutes ces beaucoup de grandes... raccourcis, Oui. énormément de raccourcis, et comme le rappelait Fabien, le concept de souveraineté alimentaire a été dévoyé. Dans la bouche de la FNSEA, c'est la capacité non pas à produire ce que l'on va manger, mais à choisir à qui on va vendre nos exportations. Donc c'est pas du tout la même signification. Ouais. On a quand même une situation de surproduction agricole. On a un modèle, comme on le rappelait tout à l'heure, qui est conditionné aussi à une certaine quantité de consommation de viande, à certains régimes alimentaires. Et il y a quand même tout un tas de travaux qui montrent que végétaliser l'apport de protéines change énormément de choses à la question agricole, à la question de ce que l'on doit produire. Et à la question de notre Il y a santé aussi aussi. et la question de notre santé aussi, ça c'est quand même assez important. Euh, il y a quand même des modèles agricoles, notamment qui utilisent du maïs, notamment qui utilisent de l'irrigation, qui sont dans une démarche extrêmement différente et qui sont pas sur la logique de la monoculture, sur de grands espaces, etc. Donc, on essaye aussi de pas jeter la pierre vers tous les producteurs de maïs, parce que la réalité est quand même plus nuancée. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette agriculture dont vous disiez qu'elle est obsolète, je pense que c'est précisément le mot, quoi, obsolète. Mm. Elle est enferrée en fait par tout un système qui est assez logique, c'est-à-dire que avoir transformé les paysages, s'être endetté pour acheter son tracteur qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, qui sont des prêts qu'il va falloir reprendre, etc. Ça oblige à continuer dans une certaine direction. Et tout ça, ça fait que quand on parle de la question agricole, on ne parle pas d'un point qui est essentiel, c'est les coûts cachés de l'alimentation. Mm. Et là, on a utilisé des rapports qui ont été produits par plusieurs organismes qui se sont penchés sur la question. En France, les coûts cachés de l'agriculture, c'est-à-dire tout l'argent qu'on dépense à la fois pour compenser les dommages faits aux écosystèmes, pour subventionner le modèle agricole, etc., ce sont à peu près 45 milliards d'euros par an. Aïe, aïe, aïe. Et Ouais, en fait, c'est dingue. c'est un coût qui, si on l'intégrait à une transformation du modèle agricole, permettrait de faire des choses faramineuses. Mm.
De toute manière, ce qui ressort, Anne, de notre enquête, je pense que c'est cette volonté farouche, en tout cas de la part des gouvernements et du gouvernement actuel, de maintenir le statu quo. Le modèle tel qu'il fonctionne, quoi. Ben oui, Et pour ce faire, en fait, il n'y a pas meilleur discours aujourd'hui, c'est presque une doxa, c'est presque un nouveau dogme, que d'invoquer en fait le dieu technologique ou en tout cas ce technosolutionnisme, c'est-à-dire comment continuer à faire fonctionner le modèle tel qu'il est sans le remettre en cause de manière radicale, c'est-à-dire de remettre en cause ses racines, les racines des problèmes auxquels on est confronté. oui, oui. C'est d'en faire, de faire cet appel presque incantatoire très spéculatif à la technologie, quoi. Et ça vaut, c'est ce qui court et ce qui traverse tout notre livre. En fait, nous, on s'était dit, avec Nicolas, on a travaillé sur beaucoup de sujets liés à la technologie, à Silicon Valley, à la résistance au numérique. On s'était dit, on va changer de sujet, en fait, en parlant de l'eau. Et puis finalement, en fait, on y revient tellement. Ce discours en fait technosolutionnisme, il traverse en fait toutes les réponses politiques, en fait, quel que soit le champ de la société Oui, qui et peut pour le toucher. climat, On oui, en revient c'est toujours. pareil, Ouais. hein, c'est le technosolutionnisme, on voit bien qu'en fait, c'est énormément de risques, c'est énormément d'impensés et de pensées, mais qui sont dissimulées là aussi pour entretenir un système économique un peu moribond, mais on veut toujours pousser, et en fait, je reviens souvent à cette image, mais c'est comme en médecine, c'est toujours le même problème, c'est qu'on peut traiter les conséquences si on traite pas les causes. Ben voilà, Hmm. les mêmes causes produisent les mêmes effets, et là, on est quand même. Il serait temps, je trouve, d'avoir un peu de mûrir un peu, d'avoir un peu de sagesse dans les cerveaux de nos politiques là et puis de volonté politique, parce que c'est quand même toujours ça qui revient aussi, hein, ce problème de volonté politique avec des visions court-termistes. Alors, la seconde partie Bien de sûr. votre livre, parce qu'il faut qu'on avance, On y arrive. oui, Hmm. est consacrée aux eaux en bouteille. Alors là, gros sujet aussi, hein. Donc, je vous cite juste avec quelques chiffres, page 85. Le marché mondial des eaux embouteillées a cru de 73% au cours de la décennie 2010-2020, donc 73% en 10 ans. C'est le marché alimentaire qui se développe le plus rapidement, avec plus d'1 million de bouteilles vendues chaque minute. Vous nous expliquez en quoi les prélèvements pour l'eau en bouteille peuvent être responsables de l'assèchement des sources, et vous citez là aussi plusieurs cas et procès, mais aussi des études réalisées par les grandes entreprises de l'eau en bouteille, des études, on en a parlé, qu'ils peuvent laisser 10 ans sous embargo lorsqu'elles leur sont défavorables. Une question un peu naïve, mais bon, on se demande pourquoi n'y a-t-il pas plus d'organismes indépendants chargés par l'État de ces études, puisque leurs résultats et les menaces d'un manque d'eau ou de pollution de l'eau nous concernent toutes et tous. Parce que c'est la même question par rapport aux pesticides, aux PFAS et compagnie, hein. Quelle est la réponse? Pourquoi il n'y a pas plus d'organismes indépendants chargés par l'État avec des scientifiques indépendants plutôt que des études, on l'a vu depuis l'époque des lobbies du tabac, quoi. C'est incroyable quand même qu'on en est toujours là, avec ces études qui sont faites par les entreprises, les multinationales elles-mêmes. Donc déjà, c'est pas toujours bien fiable, et en plus de ça, une fois que c'est produit, elles ont la capacité de les mettre dans le tiroir si ça peut leur nuire. Comment on en est encore là, quoi? Moi, je comprends pas. Bah, déjà, on vit toujours sur une forme de fantasme qui est en train d'être complètement déconstruit et gravement entaillé, si je puis dire, que l'eau en bouteille qu'on va puiser souvent qu'on va puiser souvent dans des nappes profondes est pure par est pure par essence et vectrice de santé. Ça a été dans l'industrie de l'eau en bouteille, il y a longtemps été associée au monde médical, hein, à des vertus médicales. Donc Oui, on vit oui, toujours d'ailleurs, sur ce vous fantasme-là. décrivez, c'est passionnant cette partie où vous décrivez un peu cette historique de la pub et des influenceurs, en fait, hein, pour réussir à médicaliser la soif. Hmm. Les racines de l'industrie de l'embouteillage d'eau viennent de là, en fait, du thermalisme, de cette idée qu'on peut se soigner ou en tout cas tirer des bienfaits, des vertus, voilà, améliorer sa santé grâce à l'eau minérale. Euh,
D'autre part, pour faire une réponse finalement assez courte, et ça c'est des témoignages d'hydrogéologues qui m'ont raconté ça qui nous ont raconté ça sur certains territoires. La logique qui a prévalu, qui prévaut toujours, c'est celle de l'autocontrôle des industriels. Donc ils s'autocontrôlent. Évidemment, il y a quand même des agences régionales de santé qui peuvent faire des contrôles inopinés. Oui, Il y mais a un alors dialogue, on en va en tout reparler cas, quand même, parce que vous il y a un citez un dialogue exemple qui avec est pas ces, très, pas très oui, flatteur. il y a un dialogue avec ces autorités, enfin avec ces institutions, voilà, déconcentrées de l'État. Et puis il y a une phrase qui nous a été dite par une hydrogéologue qui nous a expliqué globalement en fait qu'on avait laissé complètement les coudées franches en fait à ces embouteilleurs d'eau, quoi. Globalement, la logique c'était on fort, on pompe l'eau, si ça marche, ça marche, il n'y a pas de problème, on s'y intéresse pas, quoi. Voilà, avec des cas maintenant, alors peut-être qu'on est à un moment charnière, hein, à la fois en raison de cette crise ou faillite hydrique à laquelle on est confronté, en raison aussi sans doute de toute cette affaire autour de Nestlé et aussi d'autres embouteilleurs en France. Peut-être que les cartes vont être rebattues, mais en tout cas, on n'allait pas chercher, on n'allait pas interroger l'activité de ces embouteilleurs d'eau. Jusqu'alors, on leur laissait faire leur business, ça marchait. Et on témoigne des situations vraiment très limites et très critiques où en fait, par exemple dans les Vosges, quand les services de l'État cherchent à savoir combien Nestlé opère de forage sur le territoire, ils sont incapables de le dire. Des situations où en fait Nestlé prélève dans des nappes, il n'y a aucun piézomètre, donc aucun dispositif pour mesurer les prélèvements, aucun piézomètre public de l'État en fait pour contrôler ces nappes, quoi. Si je de mémoire, je crois que jusqu'en 2022, Nestlé n'était pas sommé, n'avait pas d'obligation de transmettre ces données, de les partager avec les services de l'État. Donc on a vraiment livré des territoires à ces entreprises-là, et on parle de multinationales naturellement, hein. On parle de Nestlé, de Danone, d'Alma, qui est un des leaders français de l'eau en bouteille avec la cristalline, qui est le produit de consommation le plus acheté en France, devant tous les autres. Donc voilà, la situation, elle est celle-ci. Elle est en partie alimentée, si je puis dire aussi, par un mythe qui a eu la vie dure et qu'on déconstruit aussi, qui est celui d'une ressource qui est abondante. Donc il n'y a pas de souci, on peut l'exploiter, on peut la mettre en bouteille, on peut la vendre, y compris à l'autre bout du monde, puisque la France est aussi le pays qui exporte le plus d'eau minérale dans le monde. Donc voilà, il y a tout ça qui a contribué à cette situation-là, dont vraiment on touche les limites et avec des cas qui sont évidemment saisissants quand on pense notamment à Nestlé, saisissant à plus d'un titre, hein. Aussi, c'était peut-être la prochaine question que vous vouliez nous poser, mais dans le degré de collusion avec l'État, avec Ah le oui, oui, on va en gouvernement, parler. et le degré aussi de d'intervention en fait d'une multinationale comme Nestlé euh, auprès des services déconcentrés de l'État, c'est-à-dire des rapports de l'ARS qui sont littéralement caviardés en fait par la multinationale pour masquer des pollutions, des contaminations des eaux qu'ils mettent en bouteille. Mm. Mais est-ce qu'il y a des, je me demandais, est-ce qu'il y a des pays où la gestion de l'eau est exemplaire ou plus exemplaire que chez nous? C'est une question extrêmement intéressante. On va avoir du mal à faire une comparaison précise. Ce qu'on peut en dire, c'est que d'un point de vue théorique et dans une certaine mesure presque en réalité, la France est supposée être exemplaire dans ce domaine. C'est-à-dire que la France est très très fière de quelque chose qui est la démocratie française de l'eau, qui est une construction dont on hérite des années 1960 à peu près, qui se construit avec des parlements de l'eau, qui sont toutes ces instances du plus local au plus national, qui montent à partir de concertations entre voisins, qui se répondent au département, à la région, penser à l'échelle d'un bassin versant, qui est une unité de territoire pertinente pour penser les questions d'eau, puis qui remontent entre deux ministères qui sont agriculture d'un côté, transition énergétique de l'autre, etc. Donc il y a tout un appareillage qui est fait pour que la France soit exemplaire. Pourquoi c'est pas le cas? Parce que tous ces parlements de l'eau, toutes ces démocraties de l'eau ont été gangrénés par les intérêts économiques, dévoyés petit à petit, qu'il y a des problèmes de représentativité, etc. Mais le modèle français en soi est a priori extrêmement intéressant. Donc tout n'est pas à jeter loin de là. Il y a des modes de gouvernance différents qui sont souvent célébrés du côté de nos voisins allemands.
notamment en Bavière, me semble-t-il. Mais je pense que ni Fabien ni moi, on pourra se prononcer sur lequel est vraiment le meilleur. On n'a pas fait un benchmark complet pour dire ce qui fonctionne le mieux. Mais qui est géré de façon privée ou publique? Bah, là aussi où c'est des questions de démocratie prises dans des... en fait, c'est des questions politiques, donc c'est pas vraiment de ressort du privé ou du public, c'est des questions qui échappent un peu à cette dualité-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des rapports qui ont été produits, notamment par l'ONU. Je crois qu'il y a un rapport qui date de 2023, qui fait une sorte de liste presque sans fin, en fait, des problèmes liés à l'embouteillage d'eau à travers le monde. Et on se rend compte qu'en fait, dans tous les pays, il y a des problématiques d'assèchement, de pollution. En tout cas, voilà, il y a des similitudes, hein, partout. Je pense que, voilà, la France n'est pas un cas isolé. Oui, mais ces problèmes d'assèchement dont vous parlez, on va en parler dans la troisième partie. En fait, ce qui est terrible, c'est que, comme avec les bassines d'ailleurs, c'est que souvent on sait avant de faire les bêtises, on va dire, qui vont avoir un impact considérable sur ce cycle de l'eau et qui vont amener des sécheresses, des nappes asséchées, des endroits où il n'y a plus d'eau, où ils sont ravitaillés par camions-citernes. Et on voit bien que la plupart du temps, on le sait et il y a des alertes qui viennent de la société civile, qui viennent d'associations, qui viennent de scientifiques indépendants et qui sont très au fait de toutes ces questions-là, mais on n'écoute pas. On continue, c'est la fuite en avant, et ensuite on se retrouve avec des dégâts, des problèmes qui sont beaucoup plus difficiles à résoudre que si on avait écouté et anticipé depuis le début. Alors, bon, on va avancer. Page 112. Alors là, je vais lire 2-3 extraits que je trouve assez emblématiques de votre livre. Du coup, ça va être un peu plus long. Page 112. Une enquête est menée par l'Office français de la biodiversité, l'OFB, et ses conclusions sont accablantes. Pendant 27 ans, Nestlé a prélevé plus de 19 milliards de litres d'eau hors de tout cadre légal. Selon l'OFB, ces prélèvements auraient occasionné des perturbations majeures du cycle hydraulique et des débits, un dysfonctionnement majeur pour les milieux aquatiques avec des conséquences directes pour l'ensemble de la biodiversité et causé des ruptures d'approvisionnement dans plusieurs communes. Bon, on commence à comprendre pourquoi l'OFB, tout le monde essaie de le déboulonner en ce moment. C'est vrai que ça doit en déranger plus d'un. À la lecture du rapport cinglant de l'OFB, Bernard Schmitt et les associations qui ont porté plainte contre Nestlé se réjouissent. Après des années de lutte, un procès aura enfin lieu contre le géant suisse. Mais de procès pour ces puits illégaux, il n'y aura pas, car l'entreprise peut compter sur des soutiens au plus haut niveau de l'État. Et, page 115, le 30 janvier 2024, Le Monde, le journal Le Monde, et la cellule investigation de Radio France lâchent en effet une bombe. Pendant des années, Nestlé a utilisé des traitements illégaux pour continuer à vendre son eau minérale naturelle, polluée et impropre à la consommation. Une eau censée être pure et non traitée. Et tout cela avec le consentement du pouvoir en place. C'est un des derniers gros scandales en date, celui-ci. Vous revenez longuement sur ce cas, c'est très intéressant, qui a été très médiatisé. Et je cite un dernier passage, page 128. Suite aux révélations d'un lanceur d'alerte, la commission d'enquête du Sénat sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille a pu reconstituer les échanges qui ont eu lieu entre Nestlé et les représentants de l'État à propos des sites de Perrier dans le Gard. On y découvre que le directeur industriel de Nestlé a lui-même transmis à l'ARS, donc l'Agence régionale de santé que vous évoquiez tout à l'heure, les modifications. Donc lui, il a lui-même transmis, le directeur industriel de Nestlé a lui-même transmis à l'ARS les modifications qu'il souhaitait apporter au rapport de l'agence, en l'occurrence la suppression de passages entiers faisant état de contamination liée aux bactéries Escherichia coli et aux entérocoques intestinaux, mais aussi à des herbicides, des métabolites de pesticides et des fongicides. Ces passages ont tout bonnement disparu du rapport final et conduit le fonctionnaire en charge de sa rédaction à retirer sa signature du document. On se sent là aussi révolté de voir que l'État protège bien souvent plus les intérêts de ces entreprises que ceux des citoyens que nous sommes.
L'État, nous n'avons pas forcément de pouvoir sur toutes les personnes qui le représentent, mais l'État, c'est aussi des hommes et des femmes que nous chargeons de nous représenter lorsque nous votons pour les élire. D'où l'importance, j'en profite pour passer un petit message personnel, d'où l'importance de voter, mais surtout avant de voter, de regarder les programmes des partis politiques et d'étudier quels sont les partis bien informés et conscients de ces problématiques, et de vérifier, parce que ça, il y a beaucoup d'ONG qui ont fait ce travail sous forme de fiches et de tableaux, de vérifier les partis qui ont soutenu ces dernières années des mesures pour défendre l'intérêt collectif, pour défendre notre santé et celle de notre environnement, parce que certains partis votent quasiment systématiquement contre ces mesures destinées à nous protéger, que ce soit au niveau national ou européen. Votre livre, votre enquête incite les citoyens quand même à se responsabiliser, je dirais même à se réveiller, parce que quand on lit ça, on a quand même envie de sauver ce qui peut être sauvé. Et donc, notamment, ça donne envie, je trouve, quand on lit tous les témoignages, les interviews de ces personnes que vous êtes allées rencontrer sur le terrain, qui ont engagé des actions avec beaucoup de courage, de persévérance, même si les résultats ne sont pas toujours encourageants. Au final de tous les cas que vous avez étudiés, pensez-vous que le jeu en vaut la chandelle? Parce que quand on lit tout ça, on peut se demander, est-ce que vous pensez que les citoyens ont encore un pouvoir, celles et ceux qui nous écoutent par exemple, et quels sont les cas encourageants? Je pense qu'il y en a. Il faut pas être. On peut être quand même déjà saluer tout ce travail qui est fait par des citoyens, des Oui, militants, sur parce des qu'on années, en a croisé quelquefois. beaucoup, Oui, hein, et qui produisent de la connaissance aussi. C'est-à-dire qui se livrent véritablement à des enquêtes sur les sujets qui les préoccupent, qu'il s'agisse de Grenoble avec l'usine de semi-conducteurs ST Micro, qui ont réussi vraiment à faire émerger tout un problème et une conversation autour de la consommation d'eau de cette usine de semi-conducteurs. Il faut évidemment penser aux gens qui luttent contre les retenues d'eau, les méga-bassines, qui ont quand même mis en échec pas mal de projets qui ont été pour l'instant retardés ou stoppés dans le Marais Poitevin, mais aussi j'avais pu y aller dans le Puy-de-Dôme où il y avait deux projets de méga-bassines qui étaient annoncés comme les plus grandes de France et qui pour l'instant sont en stand-by. Il y a pas mal euh, de gens qui étaient partie prenante de ce projet-là qui s'en sont désengagés. On voit aussi sur l'embouteillage d'eau le travail fait par une poignée de personnes en fait qui ont réussi à faire émerger cette question-là. Il y a eu récemment un procès qui s'est ouvert voilà sur les pollutions plastiques dans les Vosges. Donc voilà, je trouve que c'est des signes encourageants. Évidemment, ce sont des combats qui sont longs, qui sont épuisants, mais en tout cas, c'est autant de signes d'espoir et qu'on a pu voilà qu'on a pu trouver en parcourant un petit peu la France. oui, et puis quelquefois ce sont les citoyens eux-mêmes qui s'emparent d'une problématique et qui vont mener le combat. Quelquefois, quand on n'a pas les moyens ou qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, on peut aussi rejoindre et soutenir des associations. Je pense notamment à Foodwatch, là, qui a été assez présent Bien sur sûr. l'histoire des embouteillés. J'avais fait une interview de Karine Jacquemart aussi de Foodwatch. Hmm. Et il mène j'en ai reparlé à plusieurs reprises dans les podcasts, et c'est vrai qu'il y a d'autres, il y a beaucoup d'associations qui méritent vraiment qu'on les soutienne, soit par la présence, soit en relayant leurs publications quand on n'a pas les moyens de contribuer financièrement. Il y a plusieurs façons de rejoindre les gens qui se bougent pour faire avancer ces causes-là. J'allais dire après, bien sûr, ce qui est évidemment un petit peu décourageant, c'est ce degré de collusion, voire même d'endogamie entre les multinationales et le pouvoir politique. C'est-à-dire que quand on voit que Nestlé a prélevé 19 milliards de litres entre 1992 et 2019 et généré 3 milliards d'euros de bénéfices, qu'il y a eu une fraude sur les traitements de ces eaux minérales, des eaux minérales qui par définition ne doivent pas être traitées
pour mériter ce qualificatif de minéral naturel, et que tout cela a généré 500 millions d'euros de bénéfices, et qu'à l'arrivée, il n'y a pas à proprement parler de procès, mais une convention judiciaire d'intérêt public, donc grosso modo qui enterre toute perspective de procès, et grâce à laquelle en fait Nestlé n'est pas condamné, mais paye finalement une amende de 2 millions d'euros. Si on met ces 2 millions d'euros au regard des 3 milliards de bénéfices, des 500 millions sur les fraudes, sur les traitements, évidemment c'est extrêmement décourageant, et c'est ce qu'on a perçu quand on a discuté par exemple avec ce militant extraordinaire qui est Bernard Schmitt dans les Vosges, c'est-à-dire qu'à un moment, voilà, c'est le combat d'une vie, c'est ce qu'il nous raconte, enfin c'est ce qu'il nous dit. Je pense que c'est ce qu'on a écrit dans le livre aussi. On a donné écho à l'importance de ce combat pour lui, et finalement il attendait, lui et d'autres attendaient ce procès qui n'aura jamais lieu, et voilà. Et on se rend bien compte que là, il y a pas de preuves, on n'a pas les communications entre les élus, les membres du gouvernement, le tribunal. Mais en tout cas, on sent poindre, en tout cas, une décision qui est éminemment politique dans le fait de signer une convention judiciaire comme ça, et d'éviter un procès. Donc évidemment, ça peut être très décourageant. Après, Anne, quelque chose qui me semble important à rappeler aux éditeurs et auditrices, parce que c'est quand même un podcast que vous faites qui traite d'écologie au sens large, etc., c'est que les mouvements environnementaux, les mouvements pour l'écologie, c'est des mouvements de lutte sociale depuis 50, 60 ans. Les choses ont bien sûr évolué sur plein de points, mais globalement, c'est toujours des intérêts privés contre des personnes qui essayent de défendre l'environnement. Et là-dessus, il y a aussi une nécessité de ne pas se plier au narratif que tout est perdu d'avance, que tout est joué, etc. C'est des luttes qu'on mène, qui sont longues, dures, parfois coûteuses en argent, souvent presque toujours coûteuses en temps. Mais on peut se référer par exemple à la carte des luttes disponible sur le site Reporter, qui recense toutes ces luttes locales et éventuellement rejoindre la lutte locale proche de chez soi. On peut Tout à aussi fait. penser à la carte des luttes victorieuses, qui a été compilée par la revue Silence, un sociologue et Reporter, qui montre que sur les dernières années, il y a eu 110, il me semble, 110, 120 luttes victorieuses. Qu'en moyenne, une lutte victorieuse, ça prend 7 à 8 ans minimum, qu'il faut monter au créneau, passer devant le tribunal, etc. Que dans aucun des cas, la lutte victorieuse n'a été résolue par un dialogue serein et pacifique avec le porteur du projet, mais que quand même, souvent, ces associations, ces personnes qui donnent de leur temps pour défendre l'environnement obtiennent gain de cause in fine, parce qu'il y a quand même des cadres réglementaires auxquels on peut pas toujours déroger. Et ça, c'est quand même une bonne raison de continuer à la fois à écouter le podcast, mais aussi à s'engager. Oui. Et une question que j'ai sautée pour des raisons de temps, mais il y a quand même un chapitre qui est vraiment très très intéressant, enfin un passage aussi dans la première partie sur les bassines, où vous expliquez en fait la puissance là aussi en fait des influenceurs, enfin de ce rôle de cette volonté d'influencer par le lobbying des irrigants. Je vais quand même relire ce petit passage avant de continuer sur cette partie 3. Là, je reviens en arrière, mais parce que je trouve que ça donne une idée quand même du fait que justement, même si dans mes questions quelquefois volontairement je prends un air un peu naïf, mais comme quoi il ne faut pas être si naïf, parce que quand on lit ça, alors les bassines sont défendues à grand renfort de lobbying, de communication et de voyage de presse. Et le lobbying de l'irrigation est très actif et très performant. Vous décrivez tout ça en détail et ça semble malheureusement assez facile, avec de gros moyens, d'influencer les politiques et les agriculteurs qui ne s'informeraient pas par ailleurs. Vous citez même un sociologue défenseur du glyphosate, influent au point qu'Emmanuel Macron l'avait un temps nommé à la tête d'une commission anti-fake news controversée. Bon, quand même controversée. Bon. Et vous écrivez, page 62, le lobbying agricole est entré de plein pied dans l'ère des réseaux sociaux. Une dizaine de structures agricoles de l'ouest de la France planche pendant plusieurs mois, entourée de professionnels de la communication, pour réaliser des films, des éléments visuels, des campagnes publicitaires, pour cibler à la fois le grand public et les élus du territoire. Des posts émaillés du hashtag « Aime ton agri » envahissent les réseaux sociaux. La FNSEA, de son côté, fait émerger en 2016 l'idée qu'il y aurait un agri-bashing, un acharnement donc contre les agriculteurs, pour délégitimer toute critique contre les pratiques agricoles. Vous mentionnez aussi de nombreux blogs qui multiplient
articles et webinaires pour défendre l'irrigation. Une fois mis au point, ce récit est savamment relayé. Alors c'est là où les bras m'en sont tombés. Donc une fois mis au point, ce récit est savamment relayé par le groupe de presse Réussir, qui édite plus de 50 titres agricoles, au comité de surveillance duquel on retrouve le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Toute cette galaxie s'articule si bien que bientôt ces éléments de langage commencent à être repris par les politiques. Et en fait, je me disais, c'est quand même terrible, mais finalement, c'est la même méthode que l'on observe avec certains millionnaires, milliardaires qui accaparent des groupes de presse pour diffuser une idéologie. Et en fait, cette guerre d'influence, on se dit, avec des petites associations, c'est difficile de faire face à un tel poids. Ça, c'est sûr. En fait, ce qu'on a pu voir avec Fabien, c'est qu'à chaque fois qu'on allait voir des associations, en fait, on retrouve un groupe de retraités ou de personnes un peu sur leur temps libre, qui lisent des rapports préfectoraux qui font 400 pages, qui scoltinent la documentation extrêmement technique. Et à chaque fois qu'on va voir des acteurs privés, on a le chargé de presse, les responsables de communication qui accompagnent le lobbyiste en chef, qui est quand même une personne payée à temps plein pour défendre les intérêts de sa boîte, avec accès facilité pour tous les ministères, les conseillers parlementaires, etc. Ça, en fait, il y a un déséquilibre énorme du point de vue de l'information qui est produite et qui est diffusée Ouais. entre acteurs privés et associations ou acteurs de la défense de l'environnement. Alors, pour revenir aux embouteilleurs, avant de passer à la troisième grande partie, dans ces luttes d'influence et de lobbying, donc tout est fait pour bien installer l'idée que notre plus grand ennemi, c'est l'eau du robinet. Évidemment, pour ceux qui font l'eau en bouteille. Donc, parmi les arguments bien rodés, il y a celui qui alerte sur le fait que les pollutions aux pesticides, aux PFAS, aux résidus médicamenteux ou aux perturbateurs endocriniens vont se multiplier, ainsi que les catastrophes naturelles, et qu'il deviendra impossible pour les municipalités de potabiliser l'eau parce que ce sera trop coûteux, alors que les embouteilleurs se posent en sauveurs et avancent que eux pourront le faire. Cet argument qui est quand même assez convaincant, quel est son contre-argument ? Le problème, en fait, c'est qu'encore une fois, on questionne pas comment dire, le problème à la racine. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'interroger et d'essayer de limiter les pollutions des eaux potables, et ça renvoie à la question agricole également, hein, à la question industrielle, à la question de l'industrie des semi-conducteurs, l'usine par exemple de semi-conducteurs de Crolles à côté de Grenoble, dont on parle assez largement dans la troisième partie du livre, et le second émetteur producteur de PFAS de la région. En tout cas, plutôt que de s'attaquer aux racines du problème, on essaie d'installer l'eau en bouteille comme une solution, mais une solution marchande que certains pourront se permettre selon leurs revenus, et en tout cas pas du tout de questionner l'origine du problème. Mais effectivement, et c'est ça qui est intéressant peut-être, je vous laisse seul juge dans ce livre, c'est de voir à quel point tous ces accapareurs font système d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des pollutions qui sont générées par l'agro-industrie, par l'industrie pétrochimique, l'industrie des semi-conducteurs. Et en fait, ce faisant, ça alimente un business florissant pour les embouteilleurs d'eau et dans la dernière partie de notre livre, pour ceux qui vendent des solutions de dépollution extrêmement coûteuses à la collectivité. Et j'en parlais encore hier soir, la collectivité, elle est perdante à plus d'un titre et elle perd sur tous les tableaux. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend de manière isolée le projet d'extension de cette usine de semi-conducteurs à Crolles, à côté de Grenoble, cette extension, elle a été permise par un afflux massif d'argent public, c'est-à-dire près de 3 milliards en fait d'argent public qui devait accompagner la supposée souveraineté technologique française et européenne. Donc en fait, de l'argent public est placé là et pas ailleurs. On a une usine qui est le second producteur de PFAS de la région grenobloise, donc ça va induire nécessairement des coûts de dépollution. Et comment financer en fait les usines de dépollution promues, vantées par Veolia et d'autres acteurs comme ça, une nouvelle fois avec de l'argent public. Donc en fait, il y a vraiment une équation qui est Mortifère. tout mortifère
tout bénéf pour les acteurs industriels d'une certaine manière et très préjudiciable à la collectivité, aux citoyens et à ses finances. Et après, en bout de chaîne, on peut facilement arguer qu'il n'y a pas d'argent magique, si vous voulez. Donc en fait, il y a vraiment un truc qui est assez sidérant et dans la dernière partie, il y a tout un moment qui est consacré au lobbying qui est opéré par les acteurs de la dépollution, notamment au niveau européen, et qui considère et qui demande à l'Union européenne de planifier des investissements massifs dans la dépollution. Et l'enveloppe qui est évoquée par un de ces lobbies qui s'appelle Water Europe, c'est 255 milliards d'investissements européens d'ici 2030. Donc en fait, on parle en plus de manne économique et d'argent, de sommes d'argent colossales, quoi. Donc voilà, je pense que ce qu'il faut retenir peut-être pour les auditeurs et auditrices, c'est ça en fait, c'est à quel point ça fait système, à quel point ça alimente des business et à quel point, bon évidemment, on l'a déjà dit, je pense en long, en large et en travers, le vivant, la bonne santé des écosystèmes autour de nous et notre santé à nous en pâtit, mais aussi les finances de l'État et ce que peut faire en fait la puissance publique dans d'autres champs, dans d'autres secteurs qui sont cruciaux. Je peux pas m'empêcher en fait j'ai l'esprit d'escalier, mais de penser aussitôt à ce qu'on peut faire avec tout cet argent dans le champ de la santé, dans le champ de l'éducation, voilà, dans plein Oui. d'autres secteurs de la société. Oui. Et donc je vais lire juste quelques chiffres dans la troisième grande partie de votre livre qui est consacrée au centre de données. Alors là c'est quand même c'est spectaculaire aussi je sais pas, j'ai même pas les mots tellement je vais laisser nos auditrices et auditeurs lire le livre et puis leur donner ces quelques chiffres. Donc les centres de données, donc les fameux data centers, très soutenus par l'ancien ministre de l'économie Bruno Le Maire et le président Emmanuel Macron. On se lance donc furieusement dans cette fuite en avant, on peut dire, qui, comme dans d'autres domaines, occulte complètement les conséquences dévastatrices que ça va impliquer et occulte aussi une réalité pourtant bien factuelle parce qu'on a tous les éléments pour anticiper le désastre, mais on refuse obstinément de considérer toutes ces informations et on cède encore à cette forme d'avidité et peu importe le prix à payer. Donc je vous cite, le besoin de calcul informatique pour l'IA a été multiplié par 1 million en 6 ans et il décuple chaque année. Donc ça, c'est en fait, vous citez le patron de Google, Sundar Pichai, en 2024 et vous précisez que Marseille, en France, donc, est devenu le 5e hub Internet mondial à la faveur des nombreux câbles sous-marins qui la connectent aux autres continents et que demain, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, les plus grands data centers consommeront autant que 2 millions de logements. Donc la consommation globale du secteur devrait, elle, doubler d'ici 2030, donc c'est demain, pour représenter l'équivalent d'un pays comme le Japon. Donc ces chiffres-là, ils sont faramineux, mais en fait, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est le problème, quel est le rapport avec l'eau? Bah oui, en fait, le point en fait qui est le nôtre dans cette partie qu'on consacre à l'industrie numérique, en fait, c'est déjà qu'en fait on associe systématiquement transition écologique et technologie numérique. C'est devenu une sorte de discours extrêmement prégnant, c'est-à-dire voilà, on cite notamment le discours de la présidente de l'Union européenne qui, quand elle parle de transition, elle nous dit systématiquement transition écologique et numérique, comme si le numérique était en fait systématiquement synonyme en fait de mieux-disant environnemental, écologique et bénéfique à l'environnement. Le cas des data centers, alors notre point c'est évidemment de dire que c'est pas du tout le cas, c'est tout le contraire. Mais quand on en vient à la question des data centers qui commencent quand même à émerger depuis quelques années dans les médias, c'est que les data centers consomment beaucoup d'électricité. Ils font tourner des cartes graphiques ou des processeurs en fait qui ont une fâcheuse tendance à chauffer. Il faut les refroidir. Et en fait, dans de nombreux cas, les refroidir grâce à de l'eau, c'est plus efficace et plus économique que de le faire avec de la climatisation, si je veux schématiser à l'excès. On avait pu avoir une conversation avec un ancien employé d'Amazon qui nous expliquait, c'était son chiffre, ce sont ses mots, que c'était 6 à 7 fois moins cher d'utiliser de l'eau pour refroidir un data center que d'avoir recours à de la climatisation.
Notre point en particulier dans cette partie-là, c'est pas de s'arrêter simplement au cas des data centers qui sont déjà qui défient l'entendement tant ils se multiplient. Il faut se rendre compte qu'aux États-Unis, on construit plus de data centers que de bureaux pour les entreprises aujourd'hui. Enfin, il y a vraiment quelque chose. On est engagé dans une course de vitesse totalement effrénée, mais qu'il faut pas s'arrêter simplement à la consommation des data centers pour leur refroidissement, mais évidemment à la consommation d'eau et à l'utilisation de l'eau nécessaire à toute l'énergie en fait que ces data centers consomment, et puis considérer de manière plus globale toute la chaîne de production numérique, c'est-à-dire depuis les matières premières, les minerais, des terres rares qu'il faut extraire, voilà, dans des mines qui consomment beaucoup d'eau, jusqu'à la production en fait des semi-conducteurs, de tout le matériel d'une certaine manière. Et là, on a ce cas emblématique à côté de chez nous, dirais-je, de cette usine de semi-conducteurs à Grenoble, jusqu'à voilà au fonctionnement des data centers et en bout de chaîne à tous les artefacts, tous les objets numériques en fait qu'on a entre nos mains. Et finalement, notre propos dans cette partie-là, c'est qu'en fait, on se dirige droit vers une sorte de gouffre hydrique complètement auquel on pourra pas répondre en fait, et que pour l'instant, ça reste quand même, disons, la face cachée de cette explosion des technologies numériques qui, contrairement au discours ambiant et à la propagande, hein, d'une certaine manière, qui sévit depuis des décennies, n'a rien en fait d'écologique ou Oui. de vertueux. Et en plus, dans cette utilisation de l'eau là pour refroidir, qui est moins cher donc que les climatiseurs, en fait, j'ai appris dans votre livre que cette eau dont les data centers ont besoin, elle doit être de très bonne qualité, de qualité potable. Oui, c'est Donc en ça qui fait, est en ils prennent plus notre eau très potable interpellant. pour refroidir leur data center, c'est ça? Exactement, parce qu'en fait, pour éviter toute une série de risques, de dégradation en fait des systèmes, Oui, faut pas de que ça s'encrasse, ni qu'il y contamination. ait des Oui, bactéries qui il y a s'y développent. exactement, il y a pas mal de contraintes qui s'exercent sur ces infrastructures-là, qui expliquent qu'en fait, ils ont besoin d'une eau extrêmement pure, qu'ils purifient d'ailleurs encore davantage en utilisant des technologies. Ça nous renvoie vers la dernière partie de notre livre, qui sont les mêmes que celles qui sont utilisées pour dépolluer l'eau et dépolluer l'eau notamment contre les PFAS, c'est-à-dire on parle d'osmose inverse, c'est-à-dire des processus pour Oui, rendre l'eau oui. ultra pure, selon le jargon en vigueur. Donc c'est ça qui est interpellant. Donc on se retrouve avec des situations assez ubuesques, hein. Il y a eu des projets de data center de très grande envergure, notamment dans des pays d'Amérique latine. Je pense en particulier à l'Uruguay, où en fait on allait avoir des data centers qui allaient consommer des quantités faramineuses d'eau potable, alors que les citoyens étaient limités et alors même que le gouvernement proposait de faire boire de l'eau salée Wow. à ses habitants, faute de ressources. Donc en fait, on en vient vraiment à des situations complètement ubuesques. On pourrait aussi convoquer l'exemple de Taïwan, qui à un moment à un moment de sécheresse extrême, a dû choisir entre alimenter les lignes de production de semi-conducteurs ou irriguer les champs. Et le choix a été fait de restreindre l'irrigation des champs, de restreindre aussi l'alimentation en eau potable des citoyens pour pouvoir permettre aux lignes de production de semi-conducteurs de continuer à produire des microprocesseurs. Donc on va forcément faire face à un choix qui est complètement cornélien, ou en tout cas, enfin il est peut-être pas cornélien pour nous d'ailleurs, mais en tout cas un choix difficile ou un choix critique. Donc en tout cas voilà, c'est l'objet de cette partie-là de mettre en exergue ce gouffre hydrique, c'est la formule. Qui est resté dans un coin de notre tête quand on a rédigé ce livre, de ce gouffre hydrique qui est devant nous. Et une nouvelle fois, on se rend compte que ce secteur du numérique, son développement est accompagné par l'État, par un cadre légal taillé sur mesure pour lui, pour faciliter son développement, pour s'exonérer de certaines normes environnementales, notamment de protection des espèces. Ah C'est ce oui, que je disais tout à, parce que c'est sur ce les que je normes disais. environnementales, il y a aussi, vous citez aussi un cas où, je crois que c'est à Marseille, avec l'eau qui est rejetée à 27 degrés environ dans la Méditerranée. Et donc là, on se retrouve comme avec le problème des centrales nucléaires, en fait. Il faut refroidir, on prend de l'eau et on renvoie ça dans les fleuves ou dans la mer. Et vous précisez qu'aucune étude n'a été réalisée sur les conséquences du rejet d'eau réchauffée dans la mer. On verra plus tard, quoi.
Oui, à ma connaissance, non, il y a pas d'études sur le sujet, mais c'est seulement un des aspects, hein. C'est presque un exemple très micro, en fait, des impacts de ce secteur-là sur l'environnement, pour le dire comme ça. Les rejets de PFAS de l'usine de Crolles et d'autres composés chimiques sont évidemment critiques. Les pollutions liées à des mines comme la future mine de lithium qui devrait ouvrir dans l'Allier est très problématique. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un cadre réglementaire et légal qui est taillé pour que ces acteurs avancent et avancent vite en s'asseyant en fait sur des normes environnementales existantes, quoi. C'est tout l'objet en fait de ce statut de projet d'intérêt national majeur, c'est d'avancer vite, de confier au préfet des pouvoirs décuplés et de pouvoir en fait Passer en force. passer en force, s'exonérer de certaines réglementations, notamment sur la protection des espèces, puisqu'en fait, ces textes-là ont souvent été mis à contribution par des opposants, hein. On se souvient de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, entre autres exemples, Oui. pour justement ralentir des projets industriels qui étaient jugés écocidaires. Donc là, l'idée, c'est précisément d'avancer vite, et on se rend compte aussi que ce discours-là, il est porté au niveau de la France, mais il est aussi porté au niveau européen, où en fait le programme, ou en tout cas les revendications, le programme des lobbies qui portent la voix des acteurs industriel du numérique se résume à ça, c'est-à-dire couper dans la législation, simplifier et avancer vite, pour ne pas louper le train de l'innovation et pour pouvoir concurrencer d'autres acteurs dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plein de parallèles, je pense, entre la logique dont on a pu parler concernant le monde agricole, celle de l'industrie du numérique, et puis dans une dernière partie, celle des acteurs historiques de la distribution de l'eau, reconvertis, pour le dire comme ça, dans son traitement et sa dépollution aujourd'hui. Euh, Mais juste pour terminer sur cette partie, vous êtes allé, je crois, rencontrer aussi un journaliste, Mike Rogaway. oui, j'avais rencontré un journaliste américain, oui, qui nous parlait de ses investigations Voilà, sur le dans sujet l'Oregon, aux et lui, États-Unis. il a découvert, non sans difficulté, que Google consomme près d'un tiers de l'eau potable de ville, là où il est, soit 1,6 milliard de litres par an pour ces data centers. Mais ça donne une idée de ce qui nous attend et de vers quoi on va, en fait, quand même, hein. Oui, oui, on a des chiffres qui sont assez vertigineux par moment et qui à l'échelle d'une ville. Alors c'est ça qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'en fait la question de l'eau, c'est une problématique globale, mondiale, on le voit dans les rapports de l'ONU, mais c'est aussi une problématique éminemment locale. C'est-à-dire que par exemple, un des arguments des embouteilleurs d'eau, c'est de dire on prélève peu. En valeur absolue par rapport à d'autres acteurs. Mais là n'est pas finalement la question, puisqu'en fait, on a des impacts très locaux. C'est la question de savoir où on prélève et dans quel contexte. Et dans le cas particulier des data centers, c'est presque ironique, en fait, d'une certaine manière. Mais en fait, utiliser de l'eau pour refroidir des data centers, c'est plus efficace dans des régions arides, qui sont déjà en proie à des sécheresses récurrentes. Et donc, en fait, d'un point de vue très local, on assèche littéralement un territoire, quoi. Il y a aussi ça à prendre en considération. Euh, voilà, on voit dans les projections, notamment des grands acteurs, des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, qui sont des leaders dans le champ des data centers, que les prochains data centers qui vont construire et qui vont avoir des consommations d'eau très élevées, le seront principalement dans des zones déjà en proie à des sécheresses endémiques. Voilà, c'est aussi une dimension à garder en tête. Et je le répète au risque d'enfoncer un peu trop le clou, mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est toute cette chaîne en fait de production qui permet au numérique de fonctionner tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire de l'extraction de matière, de la fabrication de matériel, de ces data centers qui tournent, voilà, qui sont un peu le cerveau planétaire finalement de notre monde numérique, jusqu'aux objets qu'on a entre les mains. Rappelons au passage, d'autres l'ont fait avant nous, qu'un téléphone portable, c'est plus de 50 métaux différents. Voilà, donc il faut fabriquer, il faut extraire de la matière, il y a des chaînes de production, tout ça est très matériel. Le fait est qu'on a été bercé pendant des décennies, et c'est là que ça raccroche un peu les wagons avec les travaux précédents qu'on a pu faire avec Nicolas,
sur le numérique. On a été bercé par cette idée que le numérique était immatériel, que le numérique pouvait être l'allié de l'écologie ou en tout cas d'une transition écologique. Ce sont des idées enfin nécessairement à battre en brèche, quoi. Et il faut se souvenir de ça, de toute cette matérialité, et y compris de l'eau. Oui. Et cette quatrième et dernière grande partie du livre, donc les pompiers pyromanes, vous l'avez intitulé Les pompiers pyromanes. En quelques mots, donc, qui sont ces pompiers pyromanes? Vous nous en avez déjà un petit peu parlé. En fait, ce qu'on montre dans cette dernière partie, et c'est finalement la pierre angulaire de toute l'argumentation, c'est que il y a des industries qui prospèrent sur la dépollution de l'eau, sur la potabilisation de l'eau, et qui permettent toutes les autres formes d'accaparement qu'on a explorées juste avant, et dont on vient de parler pendant 1 heure et demie là, sur ce podcast. C'est-à-dire que si on n'était pas capable de produire de l'eau, comme ils disent, c'est-à-dire de la dépolluer, de d'avoir ces technologies qui permettent de prendre des eaux usées pour les remettre dans les champs, d'avoir ces technologies qui permettent de prendre de l'eau détériorée pour la mettre sur les data centers et aussi donc pour l'alimentation. Tout le reste ne serait simplement pas possible. Et donc, ce qu'on montre, c'est qu'il y a des industries, typiquement les producteurs de produits chimiques, notamment ceux qui émettent beaucoup de PFAS, ces polluants éternels qu'on retrouve absolument partout dans notre point de captage d'eau Ouais. actuellement. Ces industries, qui sont donc celles qui produisent les pollutions en premier lieu, sont aussi les mêmes en fait qui vendent les solutions pour dépolluer par ailleurs. C'est-à-dire que ça se matérialise à un endroit très simple en Île-de-France où il y a le plus gros projet de dépollution à venir, qui est un projet à 1 milliard d'euros pour avoir de l'eau potable sur une partie de l'Île-de-France. Donc, il faut s'imaginer les coûts. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il se déroule là historiquement? C'est parce que si on remonte un petit peu en aval, il y a une plateforme de produits chimiques qui appartient au plus grand producteur de PFAS mondial, le groupe Dupont aujourd'hui. Et en fait, quand on regarde qui est capable de dépolluer, et quand on regarde qui fabrique les membranes qui sont les composants qui permettent de filtrer l'eau précisément dans cette usine en Île-de-France, ben en fait, c'est l'entreprise Dupont, qui est la même qu'on retrouve en aval un petit peu plus haut, qui a balancé ses produits chimiques dans cette même usine. Donc, d'un côté, il y a cette production, de l'autre, il y a la dépollution, et dans les deux cas, ce sont les mêmes acteurs qu'on retrouve aux manettes. Ouais. C'est pour ça qu'on parle de pompiers pyromanes, parce qu'il faut vraiment, je pense, avoir cette image d'un serpent qui se mord la queue, d'un cycle qui se bénéficie deux fois. On gagne des bénéfices en polluant, et on gagne des bénéfices en Oui. dépolluant. Mais d'ailleurs, sur cette région Île-de-France, vous citez un cas qui est plutôt enthousiasmant, là, pour du coup, de cet accompagnement qui a eu lieu d'agriculteurs pour les inciter à utiliser moins de pesticides, d'engrais chimiques, pour que les nappes phréatiques soient moins contaminées. Alors, c'est un exemple extrêmement intéressant aussi. Alors, il faut faire attention à pas l'ériger comme, voilà, la seule et l'unique solution, tout ce qu'ils font, c'est Oui. parfait, mais ça nous a Puis semblé espérons que ce ne intéressant soit pas la seule et de le unique, souligner. qu'il y en ait d'autres. Voilà. Mais en tout cas, pour dire très simplement ce qui s'est passé, c'est que euh, en 2011, la distribution d'eau à l'intérieur de Paris est repassée des mains d'un acteur privé à un organisme public, une Voilà, régie ça c'est publique, intéressant à qui s'appelle mentionner, que c'est aujourd'hui possible Eau aussi, de oui. Paris. C'est possible aussi. Et en fait, ce que l'on a vu, c'est que lorsque cette régie publique s'est installée, eux, ce qu'ils avaient comme intérêt, ce n'est plus la nécessité de donner des dividendes aux actionnaires, etc. Lorsque Haute-Paris est arrivé donc en charge de la distribution d'eau à Paris, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est un modèle un petit peu différent, qui est de dire, plutôt que de se concentrer sur mettre tous nos fonds pour des usines de dépollution, on va essayer d'utiliser une partie de notre argent pour faire de la prévention pour qu'il n'y ait pas de pollution en Voilà, amont. ça semble Et en tellement fait, quand on intelligent. regarde à l'essai, ça semble tellement intelligent et en fait, alors, à la fois ça coule sous le sens et en même temps, c'est pas non plus systématiquement la solution la plus facile parce qu'il faut pouvoir parler à l'ensemble des acteurs d'un bassin. Ce n'est pas l'acteur en charge de la distribution de l'eau qui pilote le modèle agricole sur le bassin, donc il faut aussi comprendre que ce sont des enjeux de gouvernance assez différents. Mais en tout cas, Haute-Paris a mis des moyens importants, a été accompagné par les agences de l'eau qui sont donc un de ces maillons des parlements de l'eau à l'échelle locale. Et ce qu'ils ont obtenu, c'est qu'il y ait significativement moins de pesticides qui soient épandus près de leurs aires d'alimentation de captage pour puiser de l'eau. Et donc,
en réduisant la quantité de pesticides, on peut espérer qu'il y a une filtration, une purification moindre qui soit nécessaire. La toute petite nuance à ça, c'est que beaucoup de bassins vont hériter de pollutions agricoles qui peuvent parfois dater d'il y a 20 ans et qu'on retrouve aujourd'hui. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on a beaucoup parlé d'eau, on a beaucoup parlé d'exposition aux pollutions par l'eau. En fait, l'essentiel de notre exposition aux PFAS et à d'autres types de produits chimiques vient de l'alimentation. Donc en fait, si on ne questionne pas le modèle agricole, on peut dépolluer tout ce qu'on veut en termes d'eau, on sera presque tout autant exposé par ailleurs. C'est encore une fois là où l'idée du cycle qu'on essaie de garder le long de cette enquête, c'est que si on ne questionne pas les pollutions qu'on émet au début, on pourra dépolluer tout ce qu'on veut. Il y a forcément d'autres sources d'exposition qui vont Voilà, apparaître. c'est vraiment en amont qu'il faut réussir à travailler et même en... Et en plus, ça C'est coûte ça, moins c'est ce cher. que j'allais dire, c'est qu'au niveau économique, ça tombe sous le sens que c'est quand même plus facile, enfin plus facile, ça c'est des mots faciles à employer, mais on comprend que c'est en termes de coûts, c'est plus intéressant aussi qu'une fois que c'est réparti sur toute la planète et dans les sols, les cours d'eau, nos corps, les... Bon, mais en fait, il y a... D'autant plus que sur ces pollutions, en fait, il y a, d'après différentes études qui se sont penchées sur le sujet, pour le dire très simplement, il n'y a pas assez d'argent sur Terre pour dépolluer les PFAS au rythme où on continue à les produire. En fait, c'est simplement, il n'y a pas assez d'argent sur Terre. C'est même pas que ça va coûter très cher. Et en fait, on parlait de cette région Île-de-France. Vous mentionnez dans le livre qu'il y a quelques villes en France qui ont décidé de sortir la gestion de l'eau du secteur privé pour la remettre en gestion publique. Donc c'est possible, comme on le disait, mais en fait, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a assez de recul pour voir si si c'est une bonne idée, si ça fonctionne bien et si on aurait intérêt à revenir à ça? C'est un point essentiel de notre argumentation aussi, je pense, c'est que il y a une dizaine d'années, c'était la grande bataille. Délégation de services publics à un acteur privé pour la distribution de l'eau versus remunicipalisation des services publics. Ce qu'on propose comme analyse de la situation, c'est que c'est plus tellement l'enjeu, parce qu'en fait, la situation de monopole et de dépendance au secteur privé se cristallise à un autre endroit, qui est l'accès à une eau de bonne qualité. C'est-à-dire qu'en fait, que vous soyez Paris, que vous soyez Lyon, etc., vous pouvez repasser sur une régie publique, mais il faut quand même être capable de délivrer de l'eau de qualité. Et en fait, l'eau dont vous héritez, elle est saturée en pesticides, en PFAS, en métabolites en Ah oui, tout c'est ça. genre, et donc il va Ouais. falloir la filtrer. Et qui aujourd'hui maîtrise les technologies de filtration de l'eau? C'est Veolia, Suez, Lassor, qui sont les grandes entreprises qui auparavant avaient les monopoles de la distribution de l'eau. Donc en fait, ils ont changé leur marché il y a une dizaine d'années, en disant bon bah il y a une vague de contestation, on ne peut plus distribuer l'eau et avoir le monopole là-dessus, exercer des rentes sur la distribution. Par contre, on va se rendre indispensable sur la dépollution. Et en fait, ce sont aujourd'hui ces entreprises qui sont les leaders incontestables de la dépollution et qui ont une activité qui en plus qui se part de tous les atouts vertueux. C'est-à-dire que oui, certes en fait, il y a de l'eau polluée, on a besoin de la boire, on a besoin de la dépolluer. Ce qu'on essaie de montrer, de rappeler systématiquement, c'est qu'en fait, ces entreprises jouent aussi un jeu qui permet massivement aux industries de continuer à polluer. En fait, l'essentiel de leurs débouchés commerciaux, c'est pas l'eau qu'on va boire au robinet. C'est, comme le disait Fabien tout à l'heure, les data centers, les mines, les industries en tout genre. Donc, en développant ces solutions technologiques, elles continuent à alimenter un cycle de pollution qui vont les rendre encore plus indispensables, qui vont pour nous avoir des externalités négatives sur l'environnement, etc. Mais ça me semble important de se dire que on n'est plus aujourd'hui sur le débat de public contre privé pour la distribution de l'eau. Là, on est vraiment sur un débat qu'on essaie de déplacer, qui est de dire, on est dans une situation où si on continue ce business as usual de pollution généralisée, alors certes, il va falloir se remettre aux acteurs privés, mais c'est une équation qu'on ne peut pas gagner. Bon,
Mince, la conclusion est un peu pessimiste, je m'en rends compte. Ben oui, parce que c'est vrai qu'on aimerait, je sais qu'il y a eu pas mal de livres, de chercheurs, de philosophes sur les communs, et c'est vrai que l'eau, quand même, c'est un commun à la base, donc on aimerait que ça puisse être reconsidéré comme ça, mais en fait, à vous écouter, là, je me dis que, est-ce que c'est une utopie je ne sais plus, je crois que c'est Théodore Monod qui disait l'utopie, ce n'est pas ce qui est irréalisable, c'est ce qui est irréalisé. Mais j'aime bien cette phrase. Mais là, quand même, est-ce que c'est réalisable et est-ce que ce serait une bonne idée de partir sur cette idée de ramener l'eau en tant que commun et que parce que dans votre livre, vous mentionnez aussi que aux États-Unis, où est-ce que c'est, je dis pas de bêtises, que l'eau est entrée en bourse. Oui, bien sûr, il y a eu des expérimentations aux États-Unis, en Australie, avec des conséquences complètement déplorables. Et puis, Ouais. il y a un mouvement assez régulier pour essayer de financiariser davantage cette ressource-là. Mais oui, évidemment, faire de l'eau un bien commun, gérer collectivement de manière démocratique, c'est toujours un horizon souhaitable. Je pense que c'est un peu impensif, mais quand on pense à utopie, enfin ce qui est utopique et ce qui ne l'est pas, c'est de poursuivre sur la même voie qui est la nôtre, qui est complètement utopique. C'est-à-dire que toutes les données, tous les chiffres, tous les constats, tous les travaux de militants, d'universitaires nous montrent bien en fait l'impasse dans laquelle on est. C'est-à-dire que voilà, l'ONU parle de faillite hydrique, on parle de la question de l'habitabilité de la planète. Même très récemment, le Haut Commissariat au Plan, qu'on peut pas soupçonner en fait d'être une institution gauchisante, appelait en fait à une transformation radicale des usages de l'eau en France. Donc voilà, en fait, tout est sur la table d'une certaine manière. C'est pour ça qu'en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai pas la prétention de dire qu'on emmène des éléments nouveaux, c'est-à-dire qu'on les assemble pour qu'ils racontent quelque chose, pour faire émerger du sens, et puis éventuellement pour mettre le doigt sur quelque chose. En l'occurrence, cette question des usages, cette question qu'on n'est pas tous sur le même plan et qu'en fait, il y a des acteurs qui s'accaparent, qui continuent de le faire et qui veulent, euh, qui dessinent un futur qui serait celui-là, quoi, qui serait toujours celui-ci, quoi. Mais évidemment qu'on peut espérer et qu'il y a plein de gens qui font un travail extraordinaire pour nous amener sur cette route-là, quoi. Il y a eu une repolitisation de la question de l'eau aussi ces dernières années qui est quand même extrêmement intéressante et enthousiasmante, emmenée notamment par voilà le mouvement anti-bassine et d'autres mouvements citoyens et collectifs qu'on a évoqués pendant cette émission. Faut garder tous ces signes positifs en tête pour se donner du baume au cœur, même si effectivement, voilà, alors qu'on se parle, le Premier ministre a décidé de promulguer un moratoire sur toutes les politiques publiques liées à l'eau. Il s'apprête à mettre sur la table une loi d'urgence agricole qui va faire la part belle à l'agriculture productiviste et aux méga-bassines. Donc il y a aussi des signes très très déprimants. Mais je pense qu'il faut chérir les signes positifs, la beauté qu'il y a dans tous les combattants, combattantes, citoyens, citoyennes qui se mobilisent sur ce sujet et qui aussi l'ont fait émerger ou réémerger, puisque c'est pas une question nouvelle, et qui nous ont donné à nous, en tout cas, envie de travailler sur ce sujet-là. Euh, et d'être des passeurs parmi tant d'autres. Donc voilà, après, on se bat contre des forces qui parfois nous dépassent aussi, mais voilà, il faut rester sans doute, essayer de rester positif sur ce sujet-là. Oui. Et peut-être d'un mot simplement, en fait, pour cette idée de commun ou autre, c'est aussi des fois, en fait, d'être très prosaïque. Dans le code de l'environnement, c'est écrit noir sur blanc, l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Donc c'est déjà quelque chose qui est potentiellement assez protégé. Et en fait, après, il s'agit plus de traquer les intérêts économiques, intérêts de pouvoir en jeu et de faire en sorte de les défendre au Oui, mieux. mais le fait que ce soit écrit comme ça, est-ce que ça nous protège, nous est-ce que notre eau, ici en France, risquerait un jour d'entrer en bourse? C'est un autre débat assez large que qu'on peut ouvrir, mais honnêtement, je pense pas. Il y a eu ces vagues tentatives il y a une vingtaine d'années qui ont en fait suscité une mobilisation européenne
assez large. Ça a été le premier référendum d'initiative citoyenne européenne avec plus de 2 millions de signatures, etc. Donc ça a un peu été repoussé. Il y a d'autres formes d'accaparement qui sont celles qu'on explore, mais le côté haut en bourse, alors, qui sait dans 10-15 ans où on en sera, mais pour l'instant, c'est pas l'axe Bon, principal. restons vigilants. Voilà. Bon, Toujours. ok. Fabien Benoît et Nicolas Selnik, un grand merci parce qu'on a fait un podcast beaucoup plus long que ce qui était prévu. Donc je vous remercie d'avoir Merci à vous. prolongé, surtout qu'il y a il y a quelques jours de beau temps, donc c'est l'appel du dehors n'a pas été plus fort et je vous remercie d'avoir permis que l'on donne envie, j'espère, de lire ce livre qui est vraiment passionnant. Ça s'appelle Les Assoiffeurs. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Donc le sous-titre, c'est Enquête sur ces entreprises qui accaparent notre eau. C'est très très concret, c'est très précis, c'est très sourcé, détaillé et ça aide vraiment à comprendre ces mécanismes. Et en fait, on est très concernés, chacun d'entre nous, en tant que citoyennes et citoyens, par cette eau et pour les générations qui nous suivent aussi. C'est vraiment important de ne pas laisser faire, de rejoindre des mouvements ou des associations pour s'informer, pour comprendre, pour surveiller ce qui se passe dans notre village, ville, région et pays et essayer d'utiliser avec les moyens qui sont les nôtres, voilà, de défendre cet intérêt, ce bien commun qui est l'eau. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Merci beaucoup, Anne. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et surtout, j'espère que ce livre va être vraiment lu, et beaucoup lu et qui va circuler pour que l'information passe au plus grand nombre. Voilà, merci. Merci beaucoup, Anne. Merci d'avoir pensé à nous. Une lecture très précise. On est très content de toutes ces questions. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'apprendre tout ça et de préparer. Voilà, ça sera un 3e podcast après Charlène Descolonges et Fabrice Nicolino sur ce sujet de l'eau. Les 3 sont vraiment complémentaires. Là, vous serez complète. Ouais. Et je précise aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent que dans le texte de descriptif du podcast, vous trouverez comme d'habitude le lien direct vers le site des librairies indépendantes sur lequel vous pourrez commander le livre pour en savoir plus, pour retrouver tout ce dont on a parlé aujourd'hui et puis bien au-delà, parce que le livre il fait quand même 243 pages. Voilà. Donc il y a de quoi faire pour se tenir au courant. Ok, bonne continuation et merci encore. Merci à vous. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, Anne. Au revoir. Bonne fin de journée, au revoir bientôt. Chères auditrices et chers auditeurs, si ce podcast vous a plu, si vous êtes sensible à l'importance des sujets abordés ici, merci de soutenir mon travail. Je réalise toute seule le site et le podcast de So Sweet Planet, un média complètement indépendant, sans publicité. Vous pouvez me manifester votre soutien sur DonorBox, c'est très simple, et aussi sur Patreon et PayPal. Cliquez sur le lien dans le texte du podcast, je compte sur vous.